bonjour à vous, bienvenue à l'instant sur votre antenne, bienvenue sur 10-12 le Zénith, fierté encore de vous retrouver pour cette nouvelle semaine entre 10h et 12h, madame, monsieur, nous sommes là au rendez-vous qui nous unit chaque matin. On souhaiterait en même temps rentrer dans cette émission en saluant humblement les Camerounais de la diaspora qui ont choisi hier, 3 juillet, de se faire encore entendre dans les rues de Paris. Ils étaient des milliers, bien sûr, à prendre rendez-vous pour dire leur indignation face à la gouvernance qui continue d'avoir pignon sur rue au Cameroun, qui est toujours critiquée. Et qu'est-ce qu'il en est réellement des bilans faits autour de l'organisation de la récente CAN qui a été annulée et renvoyée en janvier 2022. Jusqu'à présent, rien n'est dit. Comment en même temps revenir à un climat de paix dans les régions anglophones du Cameroun? Les récriminations restent perceptibles et on peut bien sûr le dire. Paris hier est resté silencieux sur la question. Les Camerounais continuent bien sûr de faire entendre leur voix de l'extérieur. L'appel de Paris en même temps pour les Camerounais de la diaspora, l'appel de l'étranger, l'appel de la diaspora, l'appel des Camerounais qui sont hors du Cameroun, c'est celui justement à l'endroit des Camerounais d'aujourd'hui en leur disant « nous faisons pour nous, que faites-vous au Cameroun ?» en ce qui concerne bien sûr l'avenir du Cameroun. On en parlera dans cette émission. Bienvenue à tous, Charles Amem Bachou, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour monsieur Michel Ngachou. Bon Ben Gankanji, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs, moi je suis pas content. Le ministre de l'économie Alamine Ousmane Meh a piégé le chef de canton Bel. En faisant En envoyant sa déléguée régionale pour le littoral de procéder à la paie des indemnisations au quartier d'Ikolo, alors que le chef avait refusé cet état de choses. L'administration avait commencé pour parler sans mettre le chef au courant. Les populations se sont levées. On a même déjà manipulé 2 avocats qui ont abandonné depuis. Il y en a même un qui était habitant, il allait construire à PK beaucoup là-bas. Je ne cite pas son nom. On engage la 2e adjointe préfectorale et la déléguée pour le littoral de l'économie de plan de planification. Quelles indemnisations pour un terrain dont on disait au départ que c'est pour une assurance, après c'est l'hôtel Hilton, après expropriation pour utilité publique. On manipule ces populations qui sont là. Monsieur Alamine Ousmane Meh et surtout chef Ebumbu, il faut tenir bon. On ne vous piège pas. Vous êtes auxiliaire d'administration, mais ne cédez pas. Parce que ce terrain a une histoire que je connais. Très bien. Parce que je peux remonter lors même des arrivées des Congo, des Bas-Congo au Cameroun, pour dire comment le quartier d'Ikolo a été. Mais pour vous, monsieur Alamine Ousmane, mais tout ce qu'on fait, les morts vous jugent et vous regardent. Vous regardez, vous jugent. Merci beaucoup. Bon Madame le délégué, laissez tranquille. Dites à votre hiérarchie que vous ne pouvez pas. Merci. Les morts vous observent et vous jugent. Isabelle Carroz, bonjour. Bonjour à vous Michel, bonjour aux téléspectateurs, bonjour particulier à Charles Amel, félicitations pour le prix meilleur chroniqueur média, toutes mes félicitations. On devrait en remercier. Voilà, donc même si l'émission vous peut êtes à la démarrer, limite, je suis très contente pour mon voisin et voilà, c'est tout. C'est gentil. Dominique Audrey, bienvenue ce matin. Bonjour aux téléspectateurs. Surtout la fameuse, la femme devra toujours dormir, même dans son sommeil, dans une cancan position, oui. Non, pas cancan, c'est une bonne position. Comment la position, on recommande à la femme d'avoir une bonne position, on dit cancan. Cancan, c'est quoi? En tout cas, bonjour aux téléspectateurs. Voilà, merci beaucoup Dominique Audrey. Nous nous revenons également ce matin avec une image qui est en train de faire le tour sur les réseaux sociaux, montrant bien sûr les hommes en tenue, notamment des militaires camerounais qui ont choisi d'aller bastonner un homme en Kouaban. Et c'est bien sûr révélé par des activistes camerounais, notamment Boris Bertol, qui est revenu là-dessus ce matin. Nous nous posons nous aussi des questions en tant que journalistes, simplement, et après avoir recoupé effectivement cette information, il se trouverait bien sûr que ce dernier serait bien évidemment impliqué dans une histoire de terrain avec M. X qui serait bien évidemment le chauffeur du ministre de la Défense quand même. Comment comprendre que l'on puisse arriver à ce niveau au Cameroun et que les militaires se comportent de la sorte? Finalement, sommes dans une jungle où le Camerounais devrait avoir peur de l'homme en tenue ou devrait-il se sentir en sécurité avec l'homme en tenue aujourd'hui? Il faudrait forcément que dans les jours à venir, que des réponses soient données à cela. Au cas contraire, effectivement, on continuera à aller très loin et on saura qui étaient ces militaires, qui était bien sûr le commandité de ces militaires et l'affaire qui impliquerait ces derniers au quartier Nkwaban. On ne lâchera pas. Bienvenue à tous. Histoire ce matin, Dominique Audrey.
On en a deux qui se rejoignent sur les histoires de terrain. La première histoire est celle d'un jeune homme qui nous écrit. Il est issu d'une famille de 4 et il est... On a deux histoires? Oui, qui parlent de la même chose, de terrain et de construction de maisons. Donc, pour ne pas revenir 2 fois dans la semaine sur un même sujet, on va essayer, puisqu'il n'y a pas trop de discordance entre les deux. Donc, la première histoire, c'est un monsieur qui est issu d'une famille de 4. Les 2 aînés sont à l'étranger et ils ont chacun construit des maisons ici au Cameroun et les 2 derniers sont restés au pays. Il se trouve qu'avant de mourir, leurs parents avaient 500 mètres carrés de terrain et les 2 aînés qui sont déjà bien installés ont proposé à l'un et à l'autre de prendre le terrain laissé par les parents. Maintenant, le dernier qui nous écrit, lui, il a commencé à investir sur ce terrain-là et ses frères lui ont dit symboliquement, il faudrait que tu donnes de l'argent à celle que tu suis, à l'enfant que tu suis, oui, pour qu'elle puisse s'établir de son côté. Donc la famille d'un commun accord est d'accord pour que le dernier puisse avoir ce terrain-là. Mais le problème de celui-ci est de savoir, est-ce que dans l'avenir, même si ce sont ses frères qui ont dit que oui, prends celui-là, et ils ont reparti selon leur entendement cet espace, il n'y aura pas de problème après. Est-ce qu'on ne viendra pas revendiquer en disant c'était le terrain des parents, même si lui, il a fait un investissement sur ce terrain-là? Vous m'avez compris? On vous a compris. Voilà. Et la deuxième histoire, c'est une femme, elle est avec son mari, il ne fait pas grand-chose, les deux viennent d'acquérir un espace de terre. Maintenant, la femme a en sa possession la somme de 2 millions de francs CFA qu'elle a pu glaner par rapport à ses activités rémunératrices et elle ne sait pas si elle devrait donner cet argent à son mari pour qu'il commence les travaux sur le terrain. Donc, elle aimerait, est-ce que c'est bien pour une femme de donner, de participer d'une certaine façon à la construction de la maison? Très bien. Avec des histoires, bien sûr, hein, studio sur des questions de terrain, de le pont de terre. On va peut-être au choix, chacun pourra donner son avis sur chacune des histoires ici pour qu'on puisse mieux évoluer et mieux recadrer, bien évidemment, ce qu'il y aura à recadrer. Alors, avons-nous entendu grandes choses, mon Bengan? Je commence par vous. Lorsqu'on sait, je prends la deuxième qui me semble être assez plus intéressante, peut-être pour nous aussi sur le plateau. Pas pour dire que la première ne l'est pas non plus. La femme devrait-elle donner de l'argent à son mari pour initier les travaux sur le terrain, sachant effectivement que le terrain a déjà été acquis par l'homme au départ? Mais ils ne sont pas encore mariés. Même s'ils ne sont pas encore mariés. Monsieur Ngachunumba, les enfants d'aujourd'hui dérangent. Ils ne veulent rien apprendre de la vie. Ils pensent, vous êtes bac plus 28, bac plus 30, ingénieur en ceci. Ils ne veulent rien apprendre de la vie. D'abord, pourquoi on considère les aînés comme le petit frère de papa? Précisément parce que papa les aura aidés à s'établir. Vous êtes dans la première, hein? Les deux, je vais aller dans les deux. Justement parce que le problème que vous posez, vous êtes dans le matérialisme. Ça, c'est des conneries. Des conneries. Pourquoi on parle de succession, de funérailles, d'organisation de succession? Donc, il faut comprendre ces phénomènes-là, cette complexité-là. Ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. Oui, nous, on est établi, hein, les 500 mètres carrés, comme c'est l'autre. Bon, on peut laisser, on commence à s'engager dans des équations dont on ne maîtrise même pas les données. Là, vous semblez aider les cadets. Oui, 2 inconnus. Vous allez vous retrouver à une équation à 1000 inconnus. Vous ferez comment? Non, il est question que lorsque papa meurt, on organise sa succession. C'est dans le processus de la succession qu'on établit ou qu'on rétablit les rôles, parce que papa n'est pas là. On donne le statut notamment aux filles qui ne sont pas en mariage. Il y en a dont papa peut-être dit qu'elle n'ira pas en mariage. Il y en a qui est la fille qui est allée en mariage et papa a dit ne prenez jamais de décisions sans associer votre sœur. Donc ces choses-là, on les revisite à la disparition de papa. Et pourquoi généralement le cadet reste là comme successeur? Précisément parce que, mais ce n'est pas lui le patron. Parce que ça aussi, les gens ne comprennent pas. Oui, je suis successeur, papa, c'est mon nom. Vous êtes là parce que les autres sont constitués. Mais justement, c'est pour garder
Et pour revenir chaque fois qu'il y a un conseil de famille, c'est là pour remarquer cette union et tout. Donc il n'y a pas de moi j'ai pensé que, moi ceci. Non, on réorganise la famille à la disparition du bébé. Mais aujourd'hui on lorgne le compte bancaire, les 200 mètres carrés par-ci, les ceci, qui est premier, non, toi tu as déjà, non, laisse-nous. Non, ça c'est une décision de la famille. Et c'est ça justement parce que l'administration a pris seulement un bout. Lorsqu'on fait par exemple un certificat de non-remariage pour les veuves, pour qu'ils puissent toucher les pensions. Oui. Mais on a oublié le reste. Donc il s'agit pour ces enfants de revenir, se concerter, il doit y avoir un chef de famille et recadrer tout le monde et repositionner, redimensionner l'ordre régnant dans ces familles. Là maintenant, on pourra dire que oui, les 500 mètres carrés qui restent, nous on est déjà, donc tel peut être recasé, tel peut être. Donc voilà comment les choses aussi basiques peuvent se faire. Oui, peuvent se faire, mais lorsqu'on ne les comprend pas de cette manière-là, les gens vont sortir les machettes pour rien, ils vont aller faire les jugements d'hérédité au tribunal qui ne s'y connaît pas. De suite. Voilà la règle. C'est un recadrage bien sûr sur la première histoire de ce matin. Vous laissez également votre petit commentaire sur la dame qui voudrait bien comprendre. Est-ce qu'elle devrait donner un peu d'argent à son homme, remettre les 2 millions à son homme, bien qu'il ne soit pas véritablement marié? Vous parlez bien sûr de matérialisme, ce que vous dénoncez, mais qu'est-ce qu'on dit dans ce cas? Devrait-elle le faire ou pas? C'est pas comme ça qu'un peu le problème. D'abord, la femme doit aider son mari. Doit l'accompagner, doit l'assister, doit du respect à son mari. Ce problème ne devrait pas se poser. Ça peut se poser si le mari est un peu volatile. Ouais. Est-ce que l'investissement que mon mari veut faire peut donner des chances de prospérer ou pas? Là, elle peut hésiter. À ce moment, elle est mariée quelque part. Elle a un chef de famille, elle a sa propre famille, ils ont des amis. Donc, c'est là la complexité. Donc, en fait, lorsqu'elle s'engage, là aussi, elle doit avoir quelques garanties. Mais comme il n'y a pas de machine à calculer, d'arithmétique à ce moment, il faut au moins que l'ami de la famille sache que vraiment, madame, il assiste son mari, il assiste, ainsi de suite. Mais il devrait le faire. Isabelle Carole, vous les avez entendus d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous semble être assez pertinent ce matin sur laquelle, comme histoire, vous souhaiterez bien sûr vous pencher et laisser votre avis? Alors, je vais poser mon commentaire par rapport aux deux sujets, puisque les deux sujets ont été posés. Alors, je crois pour le cas de la première histoire que, à mon avis, on n'investit pas sur le terrain familial. Ça, c'est mon avis et je l'assume pleinement. Ce terrain familial, c'est un cadeau empoisonné pour ma part. C'est-à-dire que, oui, ton frère, ta soeur, ils sont d'accord que tu investis, ça pose pas de problème et tout. Ça, c'est maintenant parce qu'il y a la paix dans la maison et tout. Il n'y a pas encore de retombées ou de situation où on soit à couteau tiré. Parce qu'on aura très vite fait de vous dire un 4 matin que, écoute, le terrain sur lequel tu as construit est celui de notre père. Ce n'est pas ton terrain à toi. Donc, ce qui te reste à faire, c'est de prendre ta maison et de partir. Et on sait très bien que c'est impossible de porter une maison sur un terrain. Donc, je crois qu'il faut faire très, très attention. Le terrain de votre père, c'est le terrain de votre père. Certes, il peut vous aider à faire 2-3 choses, mais il faut savoir et ne pas perdre de vue que ce n'est pas le vôtre et vous êtes appelé à avoir votre terrain. Si vraiment vous estimez qu'on peut investir ou quoi que ce soit on n'a qu'à répartir ou alors à vendre ce terrain, partager de l'argent. Encore que vendre aussi la maison familiale, pour ma part, aussi pose un peu de problème parce que c'est un héritage. Vous avez besoin de ça. C'est un repère, c'est une boussole, que ce soit pour vous comme pour vos enfants. Donc, je pense qu'il ne faut pas investir dessus. Ce garçon, s'il a l'argent, autant mieux même encore aller louer un local quelque part et vraiment travailler dessus. Moi, je préfère amplement. Vous louez un local quelque part, vous travaillez, si vous avez de l'argent, vous achetez votre propre terrain et vous serez en paix, vous serez à l'abri. Quant au second sujet, ça, il me semble tellement délicat parce que je comprends la préoccupation de la dame. Aujourd'hui, elle a 2 millions de francs CFA qui constituent tous ses efforts, toutes ses économies. Maintenant, vous êtes avec un homme, je ne sais même pas, vous avez même du mal à trouver une appellation. Vous avez du mal à dire que c'est votre mari, vous avez du mal à dire que c'est votre copain, parce que vous êtes avec nous, vous n'êtes même pas marié et tout, ça veut dire que vous vivez clandestinement. Moi, d'abord, ça me pose problème d'un, parce que si c'était quelqu'un qui vous tenait à cœur, il vous aurait épousé. Parce que j'ai horreur quand on me parle de conjoncture économique en ce qui concerne l'acte de mariage. Ça ne tient pas du tout. Parce que lorsqu'on décide d'être avec un homme, ce sont des dépenses.
Lorsqu'on décide d'être avec un homme, ou alors lorsqu'un homme décide d'être avec nous, vraiment, il nous prend en charge. Lorsqu'on est malade, il s'occupe, il assume. Lorsque l'enfant est malade, il faut gérer. Accueillir un enfant demande énormément, doublement, triplement et même plus par rapport à un acte de mariage où on vous dira même qu'il y a des mariages collectifs. Donc, il y a toutes les possibilités pour une femme ou pour un couple de pouvoir légaliser ou officialiser leur union. Alors, je comprends mal qu'on soit sur le toit d'un homme et qu'on ne soit pas marié. Pour moi, j'ai du mal à digérer ça. Et en plus, maintenant, on peut comprendre donc maintenant l'inquiétude de la dame. Elle est avec un homme qui ne l'a pas officiellement épousé, ils vivent ensemble. Si elle prend toutes ses économies, elle lui remet, demain, qu'il a épousé une autre, elle digère ça comment, ça va se passer comment et tout. Autant d'interrogations. Moi, je crois que pour cette dame, elle doit réorienter le débat au sein de son couple. Laisser la question du terrain et parler d'abord d'eux. Parce qu'il ne suffit pas d'acheter un terrain, mais il faut qu'on soit tous les deux consentants, qu'on ait une même vision de vie avant de commencer à parler de terrain. Parce que l'achat du terrain entre déjà dans ce qu'on appelle l'acquisition des biens de ce couple. Donc, pour ma part, ça ne passe pas du tout parce que ça va commencer déjà à créer des remous. Autant mieux d'abord qu'ils stabilisent leur relation. Si c'est pour une nuit, ou c'est pour 2 mois ou pour 3 mois, parce qu'on sait qu'il y a des hommes comme ça. De quoi est-ce qu'elle peut bien avoir peur, cette dame? De quoi elle peut bien avoir peur, Michel Ngachou? Vous qui êtes un homme, vous le dites, vous posez cette question? Non, je pose la question, c'est bêtement. J'ai du mal à croire. C'est la dame, vous pouvez, par solidarité féminine, mieux comprendre. C'est pas par solidarité féminine que je moi, dis. Je vais comprendre. C'est ce qui est. Lorsque vous vous mettez ensemble, vous vous entendez, vous vous parlez, vous faites confiance, vous bâtissez justement votre avenir ensemble. Michel Ngachou. Alors si vous estimez, j'en viens. Oui, mais il faut être précis. Dites aux hommes, lorsqu'on aime une femme, on l'épouse. Il faut le dire. Mais dites-le aux hommes. Mais c'est ça. Non, ça commence là. Pourquoi la dame a peur? Elle craint quoi? Parce qu'elle n'est pas mariée avec lui. Elle pose un problème, Isabelle Carole. Elle pose un problème qui est tel que elle a 2 millions de francs. Lui, il a déjà quand même un terrain. Et elle souhaiterait également lui donner... Ce qu'elle nous dit l'histoire. Ce qu'elle nous dit l'histoire. Oui, mais... Alors maintenant, elle voudrait bien qu'il puisse avoir une maison, leur maison. Est-ce qu'elle pourra lui donner les 2 millions pour qu'il puisse déclencher toute construction pour leur famille? Alors, moi, tout à l'heure, parlait d'accompagnement. Est-ce qu'on devrait seulement voir ici le prisme d'abord du mariage, ensuite, je suis d'accord avec ça, mais est-ce qu'on devait forcément d'abord voir le mariage avant de voir comment construire une maison? Qu'est-ce qui vous dit en même temps qu'ils vivent en location et que le bailleur ne les met pas mal à l'aise tous les jours? Posons des bonnes questions aussi. Michel Ngachou, quand on ne peut pas, on laisse. Une femme... Non, attendez. Une femme, ça s'assume. Si vous n'êtes pas prêt à avoir une femme à vos côtés, laissez-la. Laissez-la chez ses parents. Si vous n'êtes pas prêt... Je le dis, laissez-la chez ses parents, laissez-la en location. Mais vous êtes sans ignorer que les familles vivent aussi des réalités qui sont, je vais dire, diversement interprétées. C'est parce qu'on a de la peine à dire la vérité aux gens, de dire que non, vraiment, le mariage, ça ne suffit pas. Si vous vous aimez un point, c'est tout. Il faut aller plus loin. Il faut être honnête avec les gens. Leur dire qu'une femme, ça demande beaucoup. Elle ne va pas venir chez vous avec ses 50 kilos et repartir de là avec 20 kg. Ça ne se passe pas comme ça. Une femme, ça s'entretient. Oui, c'est important de le dire. Il y a des factures à payer, à gérer. Il y a un quotidien qu'il va falloir affronter régulièrement, permanemment même. Il y a une belle famille qu'il faut, à côté de cela, encadrer. On le fait avec quoi? Avec un sourire, avec l'amour. Ça engage des charges. La femme a raison d'avoir des tickets. Alors, est-ce que c'est dit ce matin à toutes les femmes, une maison pour une autre femme? Est-ce que c'est dit ce matin à toutes les femmes qui sont engagées sur ce processus d'arrêter? Parce qu'il y en a qui nous regardent ce matin, qui ont quand même donné à leur mari 1 million ou 2 millions. Il faut qu'on se comprenne. Michel Ngachou, je dis ceci. Les femmes doivent accompagner leur mari. La femme, c'est la béquille d'un homme. Oui, c'est sur la femme que l'homme s'appuie. Si vous avez une mauvaise femme... Non, c'est la canne, pas béquille. Oui, la canne aussi, si vous voulez. Parce que c'est sur cette femme que tout repose. Donc, je crois que ce qui blesse ici, c'est que cette dame n'est pas mariée. Ça veut dire qu'en réalité, elle ne connaît pas son statut. Elle ne sait pas dans quel terrain elle est en train de jouer. Elle ne sait pas si c'est du bénévolat qu'elle est en train de faire ou alors c'est sa vie qu'elle est en train de construire. Et on sait très bien l'appétit sexuel que les hommes ont. Ils auront très... Non. On ne va pas loin. C'est qu'ils auront très vite fait de zapper. C'est-à-dire donc de passer à autre chose, de dire next. Et là, qu'est-ce qu'elle fera de cette maison qu'elle a investi et tout fait? Prenons l'avis de Charles Hamel battu sur les sujets posés ce matin. Charles Hamel, il y en a 2. On vous écoute quand même. Monsieur Michel Ngachou, je suis un peu surpris. On a vu des femmes qui vivent avec des hommes, dire avec leurs gars, dire bon voilà, nous n'avons pas de possibilité. J'ai mon terrain que mon père a coupé, viens investir dessus. Le gars a l'argent, la fille n'a pas l'argent, ils se battent. Le gars va construire, un matin, on lui dit dégage. Ouais.
On a connu un cas pareil, On lui un dit, footballeur dégage. camerounais bien connu. Dégage du terrain, Ouais. porte ta maison, tu fous le camp avec. Ouais. On a vu des cas où, ce genre de cas où la fille vient investir, elle rentre dans la maison avec le monsieur, ils vivent, après ils ont des problèmes, ils se séparent. D'autres cas où l'homme même a doté légalement, ils se sont même mariés, ils sont restés un beau matin, il l'a boxé, la femme elle a dit que reste avec tout, je t'abandonne, si tu veux tu fais. Elle part. Quelle est la certitude donc dans tous ces trois cas? Il n'y a aucune certitude. Monsieur Michel Ngachou, il n'y a aucune certitude parce que le nombre de femmes qu'on met dehors, même après avoir participé à la construction et même mariées, est plus nombreux que le cas des femmes qui investissent et qui rentrent avec le gars. Donc à ce niveau, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Moi j'en ai vu des femmes même qui ont investi, tout payé dans la maison d'un homme. Le jour que ça le pique, il met dehors. Donc c'est un risque à prendre. Comme le risque de vivre avec lui, c'est un risque. Si elle choisit de prendre le risque, elle prend son risque. Point final. Moi, mon problème dans cette affaire, parce qu'elle peut même tout faire, hein, avoir même toutes les factures, elle peut tout faire. Le gars va lui dire que dégage, ce n'est pas ici que tu vas venir vivre. Il va mettre tellement mal à l'aise la femme qu'elle va se retrouver à partir de la maison. Donc, toutes ces figures, la vie en elle-même est un risque. Chaque jour que vous sortez de chez vous, c'est un risque. C'est un combat. Non, j'appelle ça un risque. Est-ce que vous pouvez sortir pot de banane au sol, bensikin au sol, voiture au sol, vous ne vous levez plus, c'est un risque, la vie est un risque. Donc quand quelqu'un commence à poser, ça suppose qu'elle a déjà des antériorités, elle a déjà d'autres informations que nous n'avons pas et elle ne nous a pas données. Auquel cas elle prend sa décision. C'est un risque, ne pas s'engager est un risque. Mais je pense que tout projet qui se veut pérenne doit partir sur la base d'une action commune. On veut vivre ensemble. D'autres vont dire notre projet commun. Si tu veux que je vive avec toi, fais-moi l'enfant. C'est un projet. La fille va faire l'enfant. L'autre va dire non. S'il faut qu'on fasse ensemble l'association pour faire une affaire, à travers cette affaire, ça va nous unir. C'est un projet. Ils vont se lancer. C'est ce que je pense. Mais ici, dans cette affaire, le seul nœud que je vois, le seul problème, c'est que nous avons affaire à des hybrides occidentalisés, M. Michel Ngachou, des gens qui n'ont pas pris la peine de faire intégrer le sens de la famille. Dans les deux histoires, où est la famille dedans? Aucunement. Dans les deux histoires, où est le chef de famille? Dans les deux histoires, où sont les oncles? Dans les deux histoires, où est X, où est Y? C'est des gens qui disent, Isabelle, vraiment, c'est le terrain que notre père nous a laissé. Allons. Mais M. Michel Ngachou, les affaires de terrain ne se parlent pas en l'air. Les affaires de terrain, lorsqu'on veut discuter, il y a le vin, il y a la cola, il y a des rituels qu'on fait pour les affaires de terrain. Même lorsque vous partez acheter un terrain, on vous dit que revenez à la chefferie, donnez le vin du chef, donnez ceci, donnez cela, on donne à manger, on s'assied. Il y a tout un rituel qu'on organise tout autour du terrain. Le terrain, on dit qu'il y a trois choses, M. Michel Ngachou, qui tuent dans ce monde. Le terrain, la femme et l'argent. Donc, lorsque vous décidez de soulever la question du terrain, la femme qui décide d'aujourd'hui de donner 2 millions, quelles sont les garanties? A-t-elle rencontré le chef de famille? Elle s'est-elle rassurée que la famille là dans laquelle il y a tellement de questions qu'il faut poser? Et je conclue en disant, tant que vous allez vivre en marge de la famille, vous serez des individus bannis, vous serez des individus malheureux. Apprenez à vivre avec la famille, apprenez à gérer les hauts et les bas de la famille pour pouvoir atteindre vos objectifs. Dans les deux cas, si il n'associe pas la famille, l'oncle va venir dire oui. Mais je pense que traditionnellement, vous êtes tel homme d'enfant, votre père. On va découper le terrain en tel montant, on va monceler. Nous, on s'engage, on fait le procès verbal de famille. Chacun d'entre vous va signer avec sa carte nationale d'identité. On va faire le rituel de l'eau. On vous fait venir tous l'eau, on verse en disant que celui qui va venir réclamer telle portion comme étant la sienne, alors que ça a été pas arrivé nous, que la folie le prenne, que la mort le prend, on le fait vous tous sur ce terrain. Lorsqu'on a ça, c'est le terrain familial, un rituel pour le terrain familial. La fille maintenant qui décide d'arriver va appeler le chef de famille en disant, voici l'homme avec qui je vis, l'homme que j'ai choisi et tout, vous avez validé, on est dans tel projet, je suis prêt à l'accompagner. Le père va dire, que ça soit comme un prêt, écrit. Donne-lui, connaissant son fils, le chef de famille va dire que ce soit comme un prêt. Il va te rembourser. Il va tout faire pour te rembourser. On fait le papier. Donc, il y a toute procédure en fonction. Chaque famille connaît son fils. C'est fou dans la maison. Voilà. Donc, c'est comme ça que je pense qu'il faut organiser cela. Et nous poursuivons bien sûr l'émission avec vous, Dominique Audrey. Vous nous les ramenez, bien évidemment, vos commentaires, vos avis.
et surtout pour qu'on puisse mieux se comprendre ensemble. En ce qui concerne la première histoire, ce que j'ai dit au monsieur, c'est si jamais, au grand jamais, vos frères sont sérieux dans l'optique de vous octroyer ce terrain-là, il faudrait vous entourer d'un avocat, certainement d'un notaire, et acquérir le titre foncier de cette parcelle de terrain. Même si ça, c'est ce qui pourrait vous protéger éventuellement d'une quelconque revendication, mais tout de même, s'installer, s'établir sur un terrain familial est problématique dans la mesure où, que ce soit peut-être vous, entre vous, les 4 frères, il n'y aura pas de problème, mais vos enfants pourront venir et avoir des problèmes dans l'avenir. Donc, ce n'est pas prometteur. Si sur 500 mètres carrés, on peut simplement diviser en 4 et chacun a sa parcelle, même si c'est sur 85 mètres carrés, vous pouvez faire bâtir un studio à cet endroit-là et vous établir. Donc, vraiment, mon avis en ce qui concerne l'investissement sur ce terrain qui appartient également à vos frères, même s'ils vous ont donné leur parole, c'est un problème. Ne le faites pas. Si vous pouvez arrêter les investissements à ce niveau, arrêtez, ou alors allez avoir des papiers qui vous rendront totalement propriétaire de cet espace-là. Parce que ce soit du côté de la loi ou bien ce que M. Macho a dit, c'est le même rituel. La loi va vous protéger d'un côté et les oncles auront un rituel qui feront que personne ne viendra plus d'une certaine façon. Mais on n'a pas besoin d'en arriver là à avoir des gens qui vont aller en prison ou bien qui vont attraper la folie parce qu'ils seront venus encore réclamer ce même bien-là. Donc vraiment, trouvez un lopin de terrain ailleurs et établissez-vous à cet endroit-là. Ensemble, vous les faire construisez une maison là-bas où vous pouvez venir chacun passer du temps comme étant la maison de votre père, tout simplement la maison des petits-enfants. En ce qui concerne la deuxième histoire, il faudrait dire qu'aujourd'hui, malheureusement, la gente masculine brille par une certaine malhonnêteté qui fait que après avoir aidé cet homme à souffrir, à galérer, à ne rien avoir à manger, à dormir sur des cartons avec eux à même le sol, dans des quartiers où il y a des inondations, dans les lobbies, lorsqu'ils commencent à avoir le soleil, lorsqu'ils vous voient, ils se souviennent simplement de la souffrance. Ils se rappellent comment est-ce qu'ils ont souffert et que vous étiez à côté. Et justement pour oublier ce passé douloureux, pour oublier cette souffrance-là, ils ne veulent plus vous voir à leur côté et malheureusement, ils finissent par vous chasser. Donc la dame qui veut faire cet investissement-là, maman, lorsque vous regardez cet homme, est-ce qu'il vous donne des gages? Parce qu'au final, vous pouvez donner votre argent à cet homme-là et après, ça marche. Mais également, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que vous connaissez pertinemment qui est le personnage. Si c'est la catégorie de personnes qui, lorsqu'il a l'argent en main, il va acheter 3 paires de chaussures, ou bien il va aller s'acheter un nouveau costume, il va aller passer son week-end à Kribi, ou bien aller découvrir une nouvelle boîte, vous ne lui donnez pas d'argent. Vous ne lui donnez pas votre argent. Tout simplement, même si vous avez des enfants, parce qu'on aura tout fait de dire vraiment pour l'avenir de mes enfants, je vais lui donner mon argent. Non, maman, vous pouvez aussi acheter votre terrain. Vous achetez le vôtre et vous construisez là-bas, vous mettez à votre nom ou bien au nom de votre mère ou de votre père. Ce sera également votre bien. Et de toute façon, aujourd'hui, on n'investit plus avec un homme comme ça si cet homme ne vous a pas au préalable épousé. Et ceux qui pensent que il peut même vous épouser et après il vous chasse, vous demandez le divorce et vous prenez votre part de bien parce que vous n'allez pas investir, vous mariez avec quelqu'un et après il vous chasse tout bonnement, vous partez comme ça. Si vous partez, vous prenez pour vous. Ça dépend du régime sous lequel vous êtes marié. Si vous êtes marié sous la séparation des biens, vous prendrez la peine de mettre ce qui vous revient à votre nom. Et les biens communs, si c'est les biens communs, on va diviser logiquement et vous aurez votre part. Donc, madame, vraiment, faites des neuvaines de prière, posez les bonnes questions. Et réfléchissez si vous voulez investir dans ça. Merci beaucoup Dominique Audrey. Merci pour vos nombreux avis sur ces histoires proposées ce matin, madame, messieurs. Nous poursuivons bien évidemment le Zénith, 10-12, le Zénith avec vous. Dans un instant, La colère, signé Charlamagne Bachou. Je m'interroge ce jour sur la question de l'exploitation ou de l'explosion du prix des matériaux de construction dans ce pays. La flambée des prix des matériaux de construction
observée sur le marché en ce moment est d'autant plus inquiétante que le gouvernement, responsable de la régulation du marché, se mue dans un silence inquiétant. Il ne fait rien ou pas assez pour protéger le pauvre consommateur. Le gouvernement a fixé des prix qui ne sont généralement jamais pratiqués, au mieux pratiqués au gré de ses visites sur le terrain, lesquelles repartent aussitôt en hausse au terme de celle-ci. Depuis plusieurs semaines, le prix du sac de ciment, toutes marques confondues, est passé de 4 600 à 4 800, voire 5 000 francs CFA dans de nombreuses quincailleries du Cameroun. En raison, dit-on, d'une révision à la hausse du prix de cession de ce produit aux détaillants. Comment comprendre qu'alors que le gouvernement n'a procédé à aucune hausse de prix, les matériaux de terrain connaissent une hausse de prix chez les promoteurs de quincaillerie? Les matériaux de construction connaissent actuellement une flambée exceptionnelle. Tout coûte cher sur le marché. Les produits augmentent tous les jours au vu et au su de tout le monde. Mais personne ne fait rien pour ramener de l'ordre. L'État serait-il donc complice de la flambée des prix malgré ses sorties, parce que jusqu'à ce jour, on n'a vu aucune brigade sur le terrain? Comment comprendre que les pointes, le ciment, le fer à béton, pourtant produits localement, font désormais l'objet de surenchères sur le marché local en violation des prix homologués par le ministère du Commerce? Et c'est le consommateur qui en paye le prix fort, tandis que le gouvernement brille par son laxisme habituel dans le contrôle de la praticabilité, j'y arrive, des prix. En février, le fer dit de 6 est passé de 1200 à 1750. Le fer de 8 de 2700 à 3200. Le fer de 10 de 3800 à 4500. Alors que le fer de 12 se vend désormais à 6500 au lieu de 4500. Pourtant, la filière métallurgie-sidérurgie est tout aussi porteuse de promesses que celle du ciment. Le sac de ciment Dangote était à 4600 francs. Aujourd'hui, le fer de 10 à 3300 francs l'unité. Le fer de 8, un peu plus. L'acier de 6 qui était à 900 francs est passé à 1000 francs l'unité. Le sac de ciment Dangote est passé de 4600 à 4800 francs CFA. Le sac de ciment CPJ 35 est passé de 4500 à 4700 francs CFA. C'est important de préciser les prix. Tout se passe comme si les opérateurs avaient convenu des marges de prix en violation des prix homologués par le gouvernement, alors que les prix pratiqués sur le marché ne devraient pas excéder ceux-ci. En avril 2021, le prix homologué du ciment CPJ 35 était de 4700. Or, sur le marché, il est vendu à 4900, voire 5000 francs CFA. Tandis que le ciment Dangote, 42,5, censé coûter moins de 4900, tel que recommandé par le gouvernement, s'élève à plus de 5000 francs CFA. Trop, c'est trop. Comment comprendre cette fausse spéculation qui laisse planer le fantôme d'une pénurie liée au Covid-19, dit-on, et qui favorise ces différentes augmentations? Comment comprendre qu'aucune raison officielle n'est donnée pour ces hausses de prix de grossistes et distributeurs des matériaux de construction qui n'ont donné aucune explication? Officiellement, si la hausse des prix est encadrée au Cameroun par le ministère du Commerce, les consommateurs sont laissés à la merci des commerçants véreux qui, conscients de leur monopole dans certaines activités, n'hésitent pas à procéder à des hausses unilatérales et fantaisistes des prix de leurs produits. Vous arrivez, on vous donne le prix, vous voyez le prix affiché, mais là, ce n'est pas ce qu'on pratique. On vous dit les bateaux n'arrivent plus, la production on ne parvient plus à atteindre, on fait désormais les livraisons par rapport aux gros clients, on se ravitaille derrière un autre grossiste. C'est devenu finalement une grosse spéculation qui fait pousser les prix. N'allons pas mettre celui du gravier ou encore du sable Sanaga, parce qu'à ce niveau, c'est encore un énorme labyrinthe. N'en déplaise aux démunis qui n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, ces immuables vendeurs, en plus de la surenchère, prennent parfois du plaisir à sélectionner leurs clients pour ne satisfaire que les plus gros consommateurs. Au finish,
vous êtes obligé non seulement de payer cher, mais aussi de négocier. Voilà là où on se retrouve dans un pays où tout semble ne plus rien dire à personne, encore moins aux dirigeants. Beaucoup, cher Lamine Batchou, pour cette colère. En même temps, puisque vous en parlez, nous regardons ce matin le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbaga Tangana. Est-il au courant de ces plaintes des populations aujourd'hui qui estiment quand même que sur le marché, les produits, notamment de construction, le matériau de construction, les coûts sont aussi élevés et varient d'un coin à un autre. Il est quand même vrai aujourd'hui, Bombor, Isabelle Caro, Dominique Audrey, Charles Hamel, qu'il y a des Camerounais qui disent construire, notamment, on va dire, dans ce qu'on appelle l'arrière-pays, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ne sont forcément pas dans des grandes villes. Ils veulent construire là-bas. Vous vous rendez compte que le prix du ciment, qui est porté forcément à 4 800, là-bas est vendu parfois à 5 000, 5 500 francs CFA. Alors, est-ce que c'est la preuve, Isabelle Carros de Pet, que le Cameroun n'a aucun régulateur sérieux en matière de gestion des prix, notamment dans le secteur de la construction aujourd'hui? Oui, c'est tellement grave parce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas arriver à un stade où avoir un domicile, c'est un luxe. C'est un rêve où tu te bats, mais c'est compliqué, c'est difficile de pouvoir avoir un toit parce que tout ce qu'il y a autour asphyxie plutôt chaque citoyen lambda au lieu de le propulser à pouvoir avoir les moyens qu'il se doit. On va d'abord partir sur la base du chômage. Combien de Camerounais aujourd'hui sont au chômage? Ils sont tellement nombreux. Pour ceux même qui travaillent, vraiment, quel est le salaire minimum? Quelle est la base, au moins pour ces Camerounais? Quand vous avez à côté de cela le prix d'un sac de ciment qui tourne autour de combien? On vous parle des fers à béton qui sont à combien? Qui ne cessent de grimper. Et pire encore, dont les prix varient d'une ville à une autre. C'est-à-dire que si vous êtes à Douala, forcément, il sera tel prix. Pour celui qui est en Consamba, c'est encore un autre prix qui lui est infligé. Celui qui est encore plus loin, ça ne fait que doubler. Pourtant, plus on avance, plus les conditions de vie sont extrêmement difficiles. C'est-à-dire qu'il est plus compliqué à celui qui est à l'arrière-pays d'avoir 10 000 francs. Peut-être que pour celui qui est dans une métropole comme peut-être Douala ou Yaoundé, où il pourra faire 2 ou 3 choses et avoir peut-être 5 000 francs. Mais c'est plutôt l'inverse. Conséquence des courses, avoir un toit devient compliqué. Conséquence des courses, même dans une ville comme Douala, qu'est-ce que les bailleurs font? Ils ne font que faire grimper les prix. Quand vous êtes dans un quartier comme Aqua, Locpom, etc., on vous loue une chambre à combien? On vous loue un appartement à combien? On vous loue un studio à combien? Sur la base de quoi? Ils savent que vous n'avez pas de choix. Vous n'avez pas de possibilité de pouvoir vous construire. Alors, c'est pour ça que les prix ne font que grimper en ce qui concerne les loyers. S'il était accessible ou facile à tous les citoyens de pouvoir s'offrir un toit, automatiquement, il devrait avoir une baisse dans les loyers. Tout simplement autour parce qu'il n'y a rien qui permette. S'approprier un terrain relève d'un... Vraiment, je ne sais pas, de l'exploit aujourd'hui pour avoir un terrain au Cameroun. Ça relève de... Parce que quand vous réussissez même à pouvoir avoir les fonds qui vont avec, il faut encore prier le ciel de pouvoir ne pas tomber sur une double vente, triple vente et tout ce qu'il y a autour. Ça veut donc dire qu'à tous les niveaux, l'État n'apporte pas, l'État n'accompagne pas. Et pour ceux même qui parfois font l'alchimie ou encore font tout ce qu'il y a comme équation à pouvoir construire, on vous dit 20 ans plus tard, c'est un domaine privé de l'État. Monsieur, il faut déguerpir, il faut quitter de là, sans aucun accompagnement, sans aucune subvention. Alors je crois que c'est se moquer de ceux qui pensent que vraiment voter le renouveau a été une bonne chose. Parce que ça ne sert à rien de le faire. Si on ne renouvelle pas les choses, si on ne prend pas sur soi de pouvoir baisser les prix ou alors tenir compte du niveau de vie du plus bas citoyen camerounais avant de pouvoir fixer des prix. Parfait. Et non seulement vous parlez de ces prix, Isabelle Carole, Charlamel également l'a mentionné, et à un moment dans la colère exprimée ce matin, imaginez-vous Beka Yaoundé, par exemple, que le sac de ciment coûte désormais entre 4 800 et 5 000 francs CFA en fonction des surfaces de distribution. Aujourd'hui, on le sait également, le fer béton, le fer de 6 passe de 1200 à 1750 francs CFA. Bon, mon Bengan Kandi, on a quand même vu dans ce pays des gens mettre à disposition du Cameroun, du moins justifier l'achat des sacs de ciment, l'achat des camions de sable à des prix aussi onéreux. Est-ce que ce n'est pas l'exemple du renouveau dans les détournements d'argent qui pourrait bien alimenter, je vais dire, les circuits de distribution de vente dont les prix sont très élevés aujourd'hui et qui amènerait bien sûr le ministre de la Communication, le ministre du Commerce, autant pour moi, à se taire véritablement face à cette flambée des prix sur le marché? Monsieur Ngachonumba, j'avais lu un roman qui porte le titre de Oro. Le Oro? Oro. Ah d'accord. Donc, or, c'est un bandit
qui disait que lui, il n'a pas de problème d'argent. Parce que son argent est en sécurité dans la poche des autres. Donc c'est un peu comme ça que fonctionne le renouveau et les acteurs du renouveau. Donc leur argent est en sécurité dans la poche des autres. Bon, vous voyez, donc quand un pays fonctionne comme ça, c'est compliqué. Ouais. Et justement, on fait exprès de compliquer la situation. Tout ce qui se rapporte à la Constitution se trouve chez nous. Quand vous entendez parler de ciment, c'est le clinker. Le clinker, c'est quoi? C'est le calcaire et l'argile. C'est partout. Vous prenez 80% de calcaire, 20% d'argile, vous réchauffez à un degré un peu élevé, ça devient le clinker. Et c'est ce clinker qui est également réchauffé pour revenir à ce que vous appelez ciment. Mais on importe le ciment. Vous ne savez pas pourquoi le groupe Lafarge était installé à Figuil. Il y a le clinker. Donc, le ciment, on le fabrique chez nous, avec tout ça. Le fer, il y en a. La terre, pour faire les briques, il y en a. Le bois, il y en a. Les bambous de Shintou, il y en a. Et il y avait une structure ici qu'on appelait le crédit foncier. J'ai dit qu'il y en avait parce que ça n'existe plus. Ça existait sur le papier. Qui devait favoriser pour les salariés l'accès au logement. Ouais. L'accès au logement tel que c'était régulé, il fallait donc que quelquefois la maïture aménage, bon, la SIC peut construire, ainsi de suite. Mais le simple citoyen, pourvu que vous soyez un peu salarié, vous pouviez, parce que en fait, voilà une tâche qu'on a arnaqué les Camerounais. Chaque salarié qui a un bulletin de paye donne l'argent au crédit foncier. Je pense que c'est 1%. C'est qui va au crédit foncier. Le crédit foncier est incapable de vous accompagner dans le logement. Ce n'est pas de l'arnaque, c'est quoi? C'est pour ça que je dis, mon argent est en sécurité dans les poches des autres. Donc lui pouvait s'engager à quitter le Brésil, aller n'importe où, parce que tout le monde il peut braquer. Et tout. Bon, voilà, quand un État procède par le braquage, justement, c'est l'assassinat de la population. Et là, l'État va donc perdre son évolution, son orientation du droit et devenir un monstre froid. Donc, nous, au lieu d'avoir un État qui doit loger ces populations, les soigner, il doit devenir un monstre froid qui broie ces populations, qui avale ces populations. Voilà où on en est. Là, malheureusement, c'est ça la situation malheureuse que nous traversons aujourd'hui. La question au-delà du ciment, c'est aussi la question du fer. Le fer, c'est un problème. Je voulais bien comprendre. On sait qu'il y a le fer de Mbalam, qui d'ailleurs au Cameroun pourrait l'exploiter aujourd'hui. On sait également combien les Chinois sont impliqués au Cameroun dans l'exploitation du fer. Le fer a été découvert avec les Allemands en 1901. Comment au Cameroun, où on peut justement extraire du fer et en faire, je vais dire, un produit de consommation, les prix soient aussi élevés. Ceci d'ailleurs le silence du ministre du Commerce. Qu'est-ce qui explique qu'on en arrive là? C'est le braquage de l'État. Je vais vous prendre deux exemples qui sont à des siècles différents. Ouais. Regardez le premier pont d'Edea fait par les Allemands en 1911, c'est encore là de le faire. Mais lorsque nous voulons construire le stade, on demande aux Turcs et aux Italiens, vous pouvez importer même le ciment, même les préfabriqués en Europe. Regardez la contradiction. Au lieu de se dire, nous avons un pont à Edea qui est construit en 1911, nous avons, les mêmes Allemands ont découvert le fer d'abord, avant même les Allemands, le fer au niveau de Matombe, du Noun et de Ndom était découvert par nos aïeux. Hein, parce que quand vous entendez parler souvent de l'art de la pierre taillée, en réalité c'est l'art de la maîtrise du fer. Parce que, donc, le fer est là. Et il y a des ingénieurs qui ont appris le fer, la transformation de fer. Et l'État fait tout pour mettre quelques individus, une poignée d'individus, à s'enrichir et à ne pas en profiter, à faire en profiter aux citoyens. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut dire. Que l'État du Cameroun s'est engagé à nous appauvrir et à enrichir quelques Camerounais. Parce que même dans les logements sociaux, j'ai rencontré cet ingénieur
je lui ai dit que s'il ne parle pas, je vais citer son nom. Oui, pour la construction des logements sociaux en Banga, Bakoko, donc, dont on parle là, il a fait des études avec un certain, lui je le cite parce qu'il a parlé, un certain Babagnac, c'est un Camerounais, parce que quand c'est bon, il faut dire bon, mais son acolyte, je laisse d'abord son nom. Il a fait des études. On lui a dit, non, on veut pas ce genre de construction. Le gars a préféré, comme on dit, il préfère laisser. Je lui dis, tu laisses quoi, mon fils? Va dire, rentre, il y a les radios, les télévisions, les médias, parle que l'État est en train de t'amener à faire des mauvaises constructions alors que tu as prévu ça. Il y a ci, il y a ça. Il va parler au Cameroun. Oui, mais il doit Quand parler. Il va parler au Cameroun, justement, on va mettre un procureur à sa disposition. Vous avez donc vu ce que Michel Kahamson là, on leur a donné les logements sociaux. Ça chouette partout. Oui, mais les gens indomptables de 90, les mandats, je leur ai dit non. Vieux Lyon, parle, non. Donc, en fait, regardez jusqu'où l'État peut aller. Vous avez un compatriote qui peut vous faire des maisons et tout. Et je t'aime par Madame Tindje. Elle est la recteur de Yaoundé, de Ngaoundéré. Vous chutez mon mot. Oui, elle dit, je peux faire le parpaing, le brick ou les matériaux locaux à prix à moindre coût pour que le Camerounais qui gagne 50 000 peut avoir un logement. On lui dit, madame, laisse tes affaires là. Mais à quoi sert-on la on a renvoyé justement au recteur à l'université de Ngaoundéré, où d'ailleurs, de ce côté, c'est très compliqué. Alors, Dominique Audrey, est-ce qu'on va dire finalement que à chaque fois on entend le ministre du Commerce faire des sorties, homologation des prix de X sur le marché, respect des prix de machin sur le marché, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est de la roublardise simplement et qui vise à éloigner les Camerounais des réels problèmes fondamentalement? Si on vend le fer, comme on vendait à 1200, à 1750 et que vous soyez incapable de revendiquer et le ministre ne peut pas vous donner des solutions à ça, est-ce que ce n'est pas la preuve par 1 million que le régime, même avec le ministère du Commerce, a échoué littéralement? Il ne s'agit pas ici totalement du ressort du ministre du Commerce, parce qu'il y a le mine Promalo, là. Le mine Promalo, oui, qui est censé favoriser, vulgariser la promotion, faire la promotion des produits locaux, le ciment local, le fer local, le revêtement de sol local, la peinture locale, tout justement pour pouvoir avoir des prix réduits sur le marché. Donc il faut dire que la mine Promalo a lamentablement échoué au niveau de ce rôle. La preuve, il y a que même lorsqu'il y a une institution gouvernementale qui est construite, je ne pense pas que ce soit cela qu'on utilise, les produits locaux qu'on utilise pour faire les différentes bâtisses de nos ministères et nos hôpitaux et tout ça. Non, donc ici, malheureusement, passé en 2007 de 1200 pour le fer de 6, en 2020 à 3000 sensiblement le fer de 6, en 2018 on passe de 20 tonnes de gravier à 190 000 pour 2021 à 300 000 francs le camion de gravier. C'est fort quand même, c'est énorme de demander au Cameroun. Combien de Camerounais aujourd'hui peuvent s'offrir le luxe de construire une maison? Parce qu'il faudrait même simplement voir la qualité des bâtisses. Et il faudrait justement comprendre à travers toutes les maisons qui s'écroulent aujourd'hui, c'est que tellement c'est inaccessible d'avoir les moyens ou bien les matériaux de base pour avoir une maison solide, on va simplement mélanger un truc là rapidement, poser un toit dessus et passer. Le prix des tôles aujourd'hui, les simples tôles ondulées ont le prix a radicalement augmenté à côté des tollbacks qui ont également vu une augmentation. Lorsque c'est coloré, c'est encore autre chose. En 2021, oui, le gouvernement a interdit l'importation de fer étranger parce qu'on s'est rendu compte que ce fer qui nous venait d'ailleurs, contrairement au fer produit localement, n'était pas de bonne qualité. Mais si on se contente simplement de dire qu'il a interdit l'importation de ce fer ici et que ça continue de prospérer, les entreprises locales, les fabricants locaux, les matériaux locaux vont chuter, personne ne va les utiliser. Et aujourd'hui, les prix ne vont que décupler encore et encore et encore. Conséquence, on subit les frasques des différents bailleurs qui nous font vivre dans des maisons où on est voisin avec des souris, ou bien le toit coule n'importe comment. Vraiment, on souffre. Hein. On souffre. Vraiment, il y a le prix des lattes, des chevrons et tout ça qui vraiment... Vous êtes la voix également, laissez en voix Dominique Audrey. Merci à vous de rester sur Equinox, Madame et Monsieur. On se retrouve dans la deuxième partie. On marque une pause, comme le veut la tradition.
Bon retour à vous, mesdames et messieurs. C'est un plaisir toujours de vous savoir très nombreux à nous regarder chaque matin entre 10h et 12h. Et nous sommes bien sûr rendus dans la deuxième partie de cette édition de 10-12, le Zénith, en compagnie de Charles-Amel Mbatchoum, Bonbon Bengan Kandji, Dominique Audrey Oyengalek et Isabelle Carozopet, ensemble unis pour la même mission jusqu'à 12h. C'est bien sûr notre credo. Vous serez servis. Dire en même temps qu'avant de revenir sur le sujet qui nous interpelle concernant la colère, l'interpellation du peuple camerounais aujourd'hui sur la question du Covid Gates. On attendait depuis un petit moment le rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême dont on a servi aux Camerounais depuis le début de la semaine écoulée, une synthèse de ce rapport. Les Camerounais semblent aujourd'hui, on va dire, moins intéressés par rapport à la question du Covid Gates. Comment peut-on réellement faire des dettes à hauteur de 180 milliards de francs CFA, s'arranger en tant qu'individu à partager ces 180 milliards de francs CFA et que ce soit le petit Camerounais qui sera appelé à rembourser cet argent? Comment peut-on comprendre encore aujourd'hui que le rapport qui devait être rendu public, ne serait-ce que sur le site de cette Chambre des comptes, justement, qu'aucun Camerounais n'est au parfum du rapport en lui-même? On nous parle bien évidemment de 400 pages. Qu'est-ce qui peut justifier le blocage connu au niveau de ce rapport afin qu'il ne soit pas rendu public véritablement? Pourquoi le gouvernement camerounais a-t-il choisi de mettre à disposition des Camerounais une synthèse et non le rapport? Et qu'est-ce qui peut expliquer le silence des Camerounais eux-mêmes à ne pas revendiquer justement le rapport et se contenter de la synthèse? Finalement, qu'est-ce qui explique, on va dire, toutes les manœuvres qui entourent aujourd'hui l'affaire devenue un scandale Covid-Gate? Est-ce que le Fonds monétaire international peut dire au moins aux Camerounais que le Cameroun lui a remis le rapport qu'il avait commandé ici, ou le Fonds monétaire international devrait justement mettre à disposition du Cameroun, on va dire, cet audit indépendant pour se faire son idée individuellement? Toutes les questions sont nécessaires, madame, messieurs, et l'interpellation, peut-on le dire, les Camerounais sont-ils muets devant des situations qui sont importantes aujourd'hui et semblent s'arrêter uniquement sur ce qui est futile, l'alcool, le football ou encore, si vous voulez, les églises réveillées aujourd'hui? Allez, et si on vous disait encore, ouvrons bien sûr les yeux et allumons nos cerveaux, ne serait-il pas important de le dire? Bonbon Bengan Kandji, Charles-Amel, Isabelle Carole, Dominique Audrey, mais surtout Charles-Amel, pour sortir bien évidemment de la question exprimée autour de la colère de ce matin, est-ce qu'il y a lieu au moins d'interpeller le gouvernement camerounais à véritablement homologuer les prix, les faire respecter sur le territoire national, quel que soit l'endroit où vous vivez? Parce qu'il est quand même inconcevable que si le ciment coûte 4 800 francs à Douala, qu'on aille à Fidjil là-bas et que le ciment coûterait à certains endroits 5 000 voire 6 000 francs CFA. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Sur qui reposer nos espoirs? Le peuple ou bien le gouvernement? Sur personne. Sur personne. Le peuple seul doit se lever contre la tyrannie et l'oppression. C'est tout. Il n'y a pas deux choses à dire dans ce genre de situation. Est-ce que vous savez qu'à Yagua, on vend un sac de ciment à 7 500? À Yagua? Oui, Yagua, tout à 7 fait. 500, 8 000. Est-ce que vous savez qu'en Gaoundéré, on vend à 5 800, 6 000? Est-ce que vous savez à combien on vend un sac de ciment à Tokombéré? Je vous prends ces cas. Chez le PAN d'ailleurs. Hein. Oui, pour que vous compreniez, monsieur Michel Mbatchoum, si on arrive alors au gravier, mon Dieu, mettez les mains sur la tête. Si on arrive au niveau du fer, mettez les mains sur la tête. Nous ne soulevons même pas la question de la qualité, parce que s'il faut soulever la question de la qualité, c'est là où vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes dînent à la table du diable, monsieur Michel Mbatchoum, dans ce pays, où on peut se permettre, regardez la vitesse avec laquelle les gens se retrouvent en train de construire des maisons avec des fers, des matériaux de mauvaise qualité, achetés chez qui vous savez. Et lorsque vous allez voir, on vous parle d'entreprise citoyenne, d'entreprise X, d'entreprise Y, lorsque on vous fait l'état des matériaux qui ont été achetés au niveau des maisons qui s'écroulent, en vous présentant toutes les factures que les matériaux ont été achetés normalement chez tel, voici les factures, vous mettez les mains sur la tête, monsieur Michel Mbatchoum. Est-ce qu'il n'y a pas lieu qu'on commence par contrôler la qualité des produits qui entrent dans ce pays? Point d'interrogation. Pour avoir discuté avec certains responsables, monsieur Michel Mbatchoum, premièrement, faites un tour dans les quartiers Bepanda, faites un tour à Mabanda, faites un tour à Village, vous allez vous rendre compte que l'as de ne pouvoir acheter
un camion de sable. Les gars sortent le sable de l'eau. Absolument. Des rigoles. Ouais. C'est avec ce sable que les gars tapent. Ils font eux avec le ciment 1, 2, 3, 4. Ils élèvent les murs. Tant pis, 1, 2, 3, 4, soleil, la maison sort. Regarde que Dieu m'a tout donné. Sans savoir que ce sable contient du sel. Ce sel qui va aller faire pourrir les différents. Donc, monsieur Michel Ngatou, on est dans le règne de la débrouillardise. Vous avez des gars, des vendeurs qui se retrouvent à mettre dans le sac de ciment, dans le fer, dans le bois, monsieur Michel Ngatou, les amendes qu'ils payent à l'importation. Ils mettent ça dedans. Vous avez ceux qui payent le stationnement, qui mettent dans ces différents produits les déchargements, le stationnement et le déchargement, monsieur Michel Ngatou, de la marchandise au port, ils mettent ça dedans. Donc vous vous retrouvez tous les taxes que le gars paye. Du port jusqu'à dans sa boutique, il vous impute ça à l'intérieur. Ouais. Il crée aujourd'hui, depuis, avec le phénomène de Covid-Gate, le Covid-19, vous vous rendez compte que le gouvernement surfe dessus. Il a donné une latitude aussi aux opérateurs économiques de dire qu'on ne parvient pas à avoir la marchandise coûte cher, on ne peut pas l'obtenir, vraiment c'est rare. À un moment donné, vous arrivez dans une zone, on vous dit qu'il y a rupture, il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de fer, il n'y a pas de pointe. Mais on vous dit que, gars, comme tu vois comme ça, là, il y a un stock qui est caché. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a un stock. Mais sauf que ça coûte tant. Voilà comment beaucoup de personnes écoulent leurs marchandises. Vous avez ces différentes personnes, personnel de brigade. On l'a vu lorsqu'il fallait descendre sur la question du vin, des vins. On s'est rendu compte qu'il y avait même les gars qui tenaient le réseau de vin, les premiers faussaires. C'était qui étaient de vin, qui savaient négocier, qui savaient choco, comme on dit au quartier. Donc, vous allez vous rendre compte que ce n'est que le peuple qui peut se livrer en disant on procède par boycott. Nous boycottons tel produit, nous boycottons. Ce n'est que comme ça que le peuple peut s'en sortir. Le peuple camerounais est-il conscient des dangers auxquels il est exposé? Est-ce que le peuple camerounais, malgré les millions d'appels que l'on fait à son endroit et que les nombreuses interpellations, est-ce que le peuple comprend ses propres douleurs que nous renvoyons à chaque fois? Nous avons 5 cimenteries qui nous servent à quoi? 5 cimenteries au Cameroun, ça nous sert à quoi? Le prix du ciment? Le ciment est cher. Nous enlevons ces cimenteries. Qui a dit même aux Africains que le ciment le ciment devrait être utilisé dans les constructions? Vraiment, je ne sais pas qui a dit ça. On a le bois, on a la brique. Allez voir tous ceux qui ont des maisons en brique, monsieur Michel Ngatou. On ne se plaint pas de la chaleur. Pas du tout. Au contraire, on a une fraîcheur. La brique régule la température, monsieur Michel Ngatou. Ouais. Hein? Aujourd'hui, je m'attendais à ce que le Mipromalo, avec les moyens de sa politique, vulgarise les types de la multiplicité des formes de briques pour permettre à tout un chacun de s'offrir une maison. On peut faire des maisons en bois. Lorsque vous arrivez dans toutes les zones balnéaires, même aux États-Unis, vous vous rendez compte que c'est du bois. On construit avec du bois et de la bonne qualité de bois. Qui a dit que c'est le ciment? Aujourd'hui, tout le monde est fort. Et quand on va dire aux gens qui sont des occidentalisés, nous, on peut décider de boycotter M. Michel Ngatou. On peut décider de boycotter le ciment. On décide de faire de belles constructions. Vous voyez sur Facebook des constructions à 2 niveaux. En terre nature, M. Michel Ngatou, en terre nature. En bambou, vous voyez des belles maisons qu'on peut faire. Mais on va vous dire en termes de durabilité, en termes... Vraiment, je pense que les Africains, vous avez l'habitude de dire, devraient allumer le cerveau. Allumons bien sûr le cerveau sur ces questions. Quoi qu'il en soit, Isabelle Carole-Zoupette. Et vous êtes très nombreux à nous laisser vos commentaires sur la page Facebook de l'émission Equinox TV pour vous qui êtes abonnés. Bonjour à vous, bienvenue à l'instant. Et pour ceux qui nous ont laissé bien sûr ce message à travers le SMS qui, dans un moment, s'affichera encore bas de l'écran, on vous lira tout de suite. C'est avec vous, Isabelle Carole-Zoupette. Réaction SMS, bonjour sur le plateau, ici en Bandjoc présentement, le sac de ciment c'est 5300 et là c'est le dernier choix. En Bandjoc oui. Est-ce que le ministre du Commerce entend ça? Il fait savoir que c'est le dernier choix. Il fait savoir, il précise que c'est le dernier choix. En Bandjoc. À Bandjoc, oui. Voilà. C'est le dernier choix. Et là, c'est justement c'est malheureux pour moi qui compte un jour construire, un jour ici au pays, vu ce que je gagne, que Dieu et les intellectuels nous viennent en aide. Bonito depuis Bandjoc. Les intellectuels vont vous enterrer. Les intellectuels lesquels?
Bonjour à vous sur le plateau. Suite à l'histoire du jour, le mariage fait partie des risques de la vie. Quand tu commences à vivre avec une personne, continue seulement à prendre des risques. Seul Dieu connaît la suite. Et suite à la colère, on ne doit pas oublier que nous sommes dans un cercle bien fermé. La plupart de ces bailleurs sont des pions du régime en place, donc ils veulent que nous restons des locataires. C'est ainsi que fonctionne le Cameroun. Élisée Wafo depuis Dogbon qui signe le message. Prends les risques avec 2 millions. Mais vous entendez, non, vous entendez, il y a des choses compliquées dans tous les cas dans ce pays. Évoluons. Le sac de riz 45 kg, le sac de ciment 48 kg, la bouteille de gaz 9 kg. Combien perdent les ménages chaque mois? Le Cameroun a-t-il un ministre du commerce? L'enfer, c'est les autres. Bonne émission à vous depuis Edea. C'est Lynn qui envoie le message. Bonjour à vous les sages. Je pense que concernant cette histoire de terrain, si ces enfants sont issus d'un foyer monogamique, alors je ne vois aucun problème. C'est lorsqu'il s'agit d'une famille polygamique qu'il y a problème. Donc si ces frères ont eu la volonté de laisser la parcelle au petit frère, qui pourrait aussi être le moins aisé de la famille, alors je crois que c'est bien normal. Donc il n'y a pas à craindre quoi que ce soit. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, les problèmes que nous avons dans nos différentes chefferies, c'est des problèmes liés à des familles monogamiques. Ouais. C'est plus grave même que les familles polygamiques. Vous voyez des enfants d'une même mère, ils se regardent en chienne de faïence, monsieur Michel Ngacho, ils sont prêts à sortir des couteaux. Qu'on arrête cette affaire où on dit que c'est les familles polygamiques. Les familles monogamiques sont devenues plus dangereuses même que les familles polygamiques, je vous assure. Certaines. Voilà. Évoluons. Autre réaction. Bonjour à vous sur le plateau. Concernant l'histoire de ce matin, je crois que la dame ne devrait pas le faire. Quand un homme est avec une femme, il devrait d'abord penser à pouvoir légaliser leur union et ensuite continuer à acquérir des biens. Sinon, demain, la dame pourrait revenir sur le plateau tout en larmes. Avec 30 millions, on se marie. Il y a les mariages communautaires au mois d'août qu'on organise à Douala. Donc, vous pouvez aller là-bas vous marier. Pardon? Vous serez prêt à un mariage collectif? Je ne suis même pas prêt. Pas pour moi. Non, je veux dire, pourquoi pas? Si on est dans une situation, s'il dit qu'il n'a pas d'argent, qu'il aille le faire gratuitement. Non, en fait, je posais la question à Dominique Audrey juste parce que elle défend trop cette thèse-là. Non, s'il se cache, pour moi, je ne le ferai pas. Mais s'il se cache derrière l'argument de l'argent, parce qu'on veut nous faire croire que pour se marier, il faut 1 million. Mais attendez, avec 25 à 30 000, je crois qu'on signe un acte de mariage. Donc, sinon, avec les 25 à 30 000, non, vous déplacez. Donc maintenant, si vous n'avez pas... Vous déplacez le même pour la salle à combien? Si vous n'avez pas cela, vous allez le faire. On organise les mariages collectifs. 60 000, c'est quoi? C'est minimum 60 000 pour le faire. Ça ne représente rien par rapport à une lait, par rapport à la venue d'un enfant. Ça ne représente rien. Épouser les femmes. Il y a d'ailleurs Patience Vérité qui nous fait savoir à l'instant qu'à Goulfé, là-bas, que le sac... Goulfé. Ouais, je n'ai pas prononcé? Non, c'est bien. Voilà. Le sac de ciment là-bas coûte, au moment où nous parlons, 10 000 francs CFA. Voilà, je vous dis. Voilà. Donc vous comprenez bien que si à certains endroits on a 4 800, à certains endroits on a 6 000, à Goulfeu on est à 10 000 francs CFA le sac de ciment. Le ministre du Commerce regarde ce programme? Ben, il regarde. Le gouvernement camerounais vous regarde. Quand on l'a vu faire une sortie où il s'adressait justement au directeur général de Simencam, justement par rapport aux hausses des prix, mais est-ce qu'il est conscient ou alors informé de ce que les prix aussi d'un endroit à un autre? Et c'est extrêmement grave. C'est incroyable. Autre réaction dans tous les cas, la hausse sur le prix du ciment est illicite et construite. Une infraction car ce produit est sous homologation préalable. Alors attention à une concertation du cartel des cimentiers. Cela est interdit par la réglementation, d'où la mise en garde du Mincommerce à un cimentier la semaine dernière. Le fer à béton, tout diamètre, est soumis pour son prix à l'homologation préalable ou tout au moins à la concertation légale des prix. Administration plus producteur plus importateur. C'est signé TB depuis Yaoundé.
envoie le message. Bonjour à vous, le plateau. Ici à Batouri, un sac de ciment coûte 5 800 à 6 500. Je me demande s'il y a un ministre du Commerce dans ce pays, Aboubakar El Hadj. Voilà Batouri. Vous voyez comment les prix. La réaction. Oui, voilà, vous avez les prix sur toute l'étendue du Voilà, territoire. autre message qui va toujours dans ce sens. Bonjour, le sac de ciment ici à Ndungé, c'est 6 000. Tu refuses, d'autres prends. Tu sais, ce pays, vraiment, on se moque de Ndungé dans le Mungo. Christian Moussima depuis Ndungé. Ndungé depuis dans le Mungo, 6 000. À Ndungé, c'est 6 000. À Batouri, il y a un autre prix et tout. 10 000 mais concrètement, on va se poser la question. Hein. À quoi nous sert véritablement le ministère du Commerce dans ce pays? Bon, bonjour à vous, à Vundu, dans le Mbamekim. C'est à 7 500 le sac de ciment. Voilà. Les gens se déchaînent. Donc. Ben, les Angoro, Talba, dans toutes ces zones, ça frise les 7 500 à 8 000. Ça traverse le bac. Non, le problème primordial, c'est que le renouveau a abandonné ce qu'on appelait les projets intégrés. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, c'est comme ça qu'on l'appelait. C'est-à-dire qu'il contrôlait à un moment la production et la distribution. Absolument. Donc, ici, comme donc, on a divisé, apparemment on l'appelle ministre de l'Industrie, du Développement technologique, quelque chose comme ça. Donc, on devrait donc voir dans quelle mesure on pouvait, j'allais dire, fabriquer le ciment au Cameroun. Et son collègue du commerce allait donc ramener le prix à 3 000, 3 500 pour justement avoir... Parce que aujourd'hui, il est inadmissible qu'on continue à importer les ingrédients qui entrent dans la fabrication du ciment. Est-ce qu'on ne devrait pas interpeller les Camerounais, quel que soit l'endroit où ils nous regardent ce matin, en leur disant que le gouvernement camerounais vous dise à combien coûte le prix du ciment sur le marché local. Si on vous dit que c'est 4 200 francs, et que vous arrivez à l'endroit où on vend le ciment à 6 000 francs, mais dénoncez d'une manière ou d'une autre. Mais vous faites comment? Vous êtes impuissant. Vous dénoncez comment, Michel Gachou? Dénonçons. Qu'est-ce que ça nous coûterait justement qu'on se regroupe 4 ou 5 ou 10 personnes et que nous commençons à manifester devant la boutique pour dire que le prix du ciment n'est pas ce que nous voulons en réalité? Si nous voulons acheter le ciment à 4 200 parce que l'État du Cameroun nous permet d'acheter à 4 200, on se regroupe, on est 5, on commence à manifester devant ta boutique quand même. Oui, c'est vrai, mais de l'autre côté, le sous-préfet enverra les gens pour vous dire manifestation, si c'est là. Donc, il faudrait, le ministère de Commerce a une brigade de contrôle des prix qui doit sillonner et qui est, chaque démembrement départemental a cette brigade-là. Il doit donc sillonner, comme les Camerounais viennent d'envoyer les prix, combien ils achètent le ciment. Donc, ils envoient cette brigade-là sévir. Monsieur Michel Ngachou, je vais vous raconter une petite scène que j'ai eu à vivre lors d'un déplacement dans un village, dont je vais taire le nom. C'était un cadre du ministère du Commerce qui était endeuillé. Monsieur Michel Ngachou, il avait perdu l'un de ses parents. Imaginez-vous que tous les commerçants, les gros commerçants, monsieur Michel Ngachou, que vous pouvez savoir dans la quincaillerie, ont fait le déplacement et chacun venait avec les pick-up. Derrière la pick-up, il y a un réfrigérateur. Dans le réfrigérateur, il y a le vin, le pick-up avec enveloppe. Vous pensez que demain, vous allez venir sceller ce gars? Pour faux? Il faut changer les mentalités au Cameroun. Mais on fait comment? Ces gars savent, non, ils connaissent comment dîner. Ils connaissent comment dîner à la table. Oh, vraiment, comment allez-vous? Vraiment, j'ai appris que vous êtes malade. Vraiment, je vous envoie l'argent des comprimés. 5 millions, 10 millions. Demain, on vous dit que ce gars fait le faux, vous allez venir fermer. Voilà comment il faut dire la vérité aux Camerounais. C'est comme ça qu'ils tiennent. Ils dînent à la table avec le diable, monsieur Michel Ngachou. Ils entretiennent. Ma voiture est tombée en panne. Vraiment, j'étais en train d'arriver là pour contrôler ma voiture. Oh, vraiment, tu n'as pas besoin. Je t'envoie une voiture et le tu es en train de te reposer. Ou bien me viens passer le week-end. Depuis là, on ne s'est pas vu. Je dis non, viens passer un peu le week-end là-dedans, là, tu te détends. Je t'envoie l'argent du carburant. 10 millions, 15 millions. Mais allez voir, c'est ça ce qu'on vit sur le terrain, monsieur Michel Ngachou. Donc, comme quoi les brigades de contrôle, justement. Ça ne sert à rien, c'est pour brimer le petit vendeur. Le petit vendeur qui a son kiosque à Bepanda, c'est pour le brimer lui. Ce n'est pas pour brimer les gros caïmans. Ce n'est pas pour brimer ceux-là, les grossistes là. On ne peut pas les brimer, monsieur Michel Ngachou. Est-ce que l'objectif justement n'est pas de tout faire pour énerver le Camerounais, qui pourrait bien sûr le pousser à une éventuelle insurrection? Et d'ailleurs, monsieur Michel Ngachou, regardez tous ces membres du gouvernement, tous ces hauts cadres, ces opérateurs économiques. Quand ils veulent construire la maison, le matériel vient d'où? De Chine.
Le matériel vient de Chine, l'équipement de maison vient de Chine. Oui, Ils ne prennent pas ici au Cameroun. L'équipement des bureaux vient de Chine, monsieur Michel Gacho. Je crois qu'il faudrait, c'est pour ça que je dis que le peuple doit se lever. Il faut laver les mentalités des gens, monsieur Michel. Il faut laver. Des messages, Isabelle Carros de Pen, nous poursuivons avec vous en même temps. Et dans un instant, nous sommes avec nos amis de Star Time. Mais prenons encore des messages rapidement. Un sac de ciment à Moulundu coûte 7500 francs. Voilà. Un sac de ciment à Moulundu. Hein. À l'est. Oui, c'est l'est. C'est juste qu'on fait la fondation d'une maison. Bonjour à vous le plateau. Je crois que si le prix augmente et aussi d'une région à une autre, c'est tout simplement parce que ceux qui sont en charge de veiller sur ces prix ne le font pas. Autre réaction, si on t'explique le Cameroun et que tu affirmes avoir compris, sache qu'on t'a mal expliqué. Au Rwanda, le président Kagame a instauré toutes les différentes entreprises doivent avoir des dépôts dans les régions. Pourquoi c'est compliqué? On peut demander à tous ces différents fabricants locaux, comme disait Mbamba, à avoir des dépôts pour l'Est, des dépôts pour X, des dépôts pour Y. Eux-mêmes se chargent de renflouer. Mais monsieur Michel Gacho, c'est quand même étonnant ce que nous voyons au Cameroun, que c'est vous consommez pour aller payer, vous allez faire le rang. Absolument. Avec les pénalités, alors que c'est l'entreprise qui devait favoriser les guichets un peu partout. Il est temps qu'on allume les cerveaux. Mais que les Camerounais, est-ce que les Camerounais comprennent ce langage que vous exprimez ce matin avec M. Mbatou? C'est d'abord déjà à la fin. On dira, mais vraiment, Equinox nous dit que ce qui ne marche pas, on insiste justement, mesdames et messieurs, allumons nos cerveaux, ouvrons les yeux et regardons justement en face de nous. Et on a les prix à Fumban aussi. À Fumban, le sac de ciment coûte 5800. Le fer à béton, n'en parlons plus, Michel. Ah ben là, vous êtes déchaîné pratiquement dans tout le Cameroun à nous envoyer. Oui, c'est très important. Quand tu nous envoies les différents prix, ça permet de comprendre la gravité de la situation. Voilà, on va marquer une pause de toutes les façons. On va revenir avec les différents prix des sacs de ciment dans vos localités respectives. Allons saluer nos amis de Star Time ce matin. Vive l'Euro sur Star Times. Du 11 juin au 11 juillet, suivez en direct et en HD tous les 51 matchs de l'Euro 2020 sur les chaînes Sport Star Times. Les plus grands joueurs du continent s'affrontent pour le titre. Lukaku, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Kylian Mbappé. Supporte ton équipe en te procurant le kit complet au prix promotionnel de 11 500 francs CFA avec un mois d'abonnement inclus. Rendez-vous dans tous nos points de vente ou contactez-nous au 654 800 800 653 500 800. Star Times, changez de vision. Ah ben, merci beaucoup. Ça se poursuit en même temps sur le plateau. Hein. Et puis on est tous estomaqués avec le prix du ciment. On salue Star Time ce matin. Hervé Fabien, bonjour et bienvenue. Bonjour Michel, merci de m'accueillir. Merci d'accueillir Star Times chez vous. Ah, même Star Time est chez vous également. Et on parle ce matin des quarts de finale de l'Euro terminés aujourd'hui. Oui, les quarts de finale de l'Euro se sont terminés il y a quelques jours. Donc la compétition devient de plus en plus compliquée. On assiste à de très très belles rencontres. Notamment, vendredi, nous avons eu la rencontre Suisse-Espagne. Donc la Suisse qui s'est inclinée face à cette belle équipe d'Espagne. Il a fallu que les deux équipes arrivent au tir au but pour pouvoir départager, pour pouvoir savoir quelle équipe se qualifiera pour les demi-finales. On se souvient encore il y a quelques jours que la France s'était inclinée au tir au but face à la Suisse. Et maintenant, bon, malheureusement, c'est au tour de la Suisse de s'incliner, notamment 3-1. Ensuite, nous avons eu la rencontre Belgique-Italie, pardon. Donc une rencontre qui était assez chaude. Les Italiens qui sont arrivés à bout des Belges par 2-1. Par la suite, nous avons eu la rencontre République tchèque-Danemark qui s'est soldée par un but de 2-1. Et enfin, Ukraine-Angleterre. L'Angleterre qui a battu 4-0 l'Ukraine. Allez, place justement cette fois-ci aux demi-finales. Oui, les demi-finales commencent à partir de demain, donc 20h, à suivre sur les chaînes de sport Star Times, notamment la rencontre Italie-Espagne à partir de 20h sur la chaîne Sport Premium, une chaîne qui diffuse les contenus en français et aussi en anglais sur la chaîne World Football. Et le lendemain, donc mercredi, nous aurons le match Angleterre-Danemark à partir de 20h toujours, à suivre sur Sport Premium et World Football. Allez, on parle bien sûr des offres du bouquet Star Time. Pour se procurer un kit Star Times, c'est assez simple, mesdames et messieurs. Vous pouvez vous rendre physiquement dans l'une de nos agences sur n'importe quel territoire
en fait, n'importe quelle ville du Cameroun. Nous sommes à Douala, nous sommes à Yaoundé, nous sommes à Bafoussam et nous sommes surtout en promotion. Donc le kit chez StarTimes actuellement coûte 1000 francs CFA au lieu de 5000. Donc avec 1000 francs, vous avez un décodeur haute définition et une parabole qui vous est gratuitement donnée. Par la suite, vous devez souscrire à un abonnement, donc notamment celui de 10 500 francs qui propose plus de 160 chaînes en français et en anglais avec plusieurs types de contenus, notamment les chaînes de sport, les chaînes d'information, les chaînes de musique, les chaînes de films, de telenovelas et même les chaînes aussi pour enfants, étant donné que nous entamons déjà les grandes vacances. Donc avec 10 500 francs pour le premier bouquet et 1000 francs pour le kit, vous avez droit de profiter de tous les contenus de StarTimes. Et bien sûr, on parle également d'une application StarTime, Hervé Fabien. Oui, StarTimes On, c'est une application de streaming qui vous permet de regarder la télévision directement sur votre smartphone. Donc si vous n'avez pas la possibilité d'acheter un kit ou même d'être devant votre écran de télévision pendant qu'il y a les matchs de l'Euro, vous pouvez vous rattraper sur l'application StarTimes On en la téléchargeant gratuitement sur Google Play Store ou bien sur Apple Store. Donc vous téléchargez, vous vous inscrivez et vous pouvez profiter de plusieurs contenus à très bas prix. Et vous nous dites justement que les contacts en ce moment affichés au bas de l'écran nous permettent de nous procurer d'un kit StarTime, c'est ça? Oui, donc vous nous contactez notamment au 654 800 800, 654 800 800 ou le 653 500 800 pour profiter de tout ce qu'on propose. Allez, merci infiniment Hervé Fabien d'être passé ce matin avec StarTime. Et nous tentons de revoir une autre vision avec vous. Madame, Monsieur, poursuivons l'édition de 10-12 nos Zénith de ce matin, tout en saluant encore fièrement les Camerounais qui ont choisi hier de se faire entendre dans les rues de Paris à travers une marche organisée. C'était le 3 juillet dernier, longuement annoncé. Aujourd'hui, des tractations vont bon train. Finalement, Maurice Kamto, qui n'y était pas, a fait un message assez intéressant à ceux-là qui pensent toujours au changement tard hier soir et leur a traduit justement sa satisfaction de continuer à tenir bon pour le changement souhaité au Cameroun. Madame, Messieurs, vous aussi êtes témoins de cette marche. Cher Lamel, Isabelle Carole, Bonbon Bengen, Dominique Audrey, on en reparle dans un instant, mais surtout, Isabelle, nous commençons avec vous. Que nous renvoyez-vous ce matin comme sujet premier? Alors, ce matin, on va commencer avec cette autre saisie. On va dire que c'est de plus en plus récurrent, que ce soit à Douala ou dans bien d'autres villes. Ça, il faut d'ores et déjà le préciser. Cette grosse saisie qu'on a pu justement avoir ce week-end, on parle de 572 bouteilles de whisky justement importées en contrebande et non justement estampillées, qui sont donc arrivées. Le butin, il faut le dire, était dissimulé dans des véhicules du tourisme et la saisie a été donc faite par les éléments de la brigade mobile des douanes de Kouaban du côté de Yaoundé, bien sûr sous la supervision du chef de subdivision. Il faut donc regarder toutes ces bouteilles en images qui devraient donc bien évidemment être écoulées dans des snacks, dans des bars, dans bien d'autres lieux, dans d'autres points chauds et tout, aux consommateurs qui, justement, après avoir consommé cela, se retrouver dans des situations, ça il faut le dire, très inconfortables. On se souvient encore, il y a quelques semaines, ici même à Douala, on a démantelé tout un réseau justement de boissons alcooliques ou encore de bouteilles d'alcool, de bière précisément, qui étaient donc contrefaites. Aujourd'hui, c'est 172 bouteilles de whisky contrefaites. Ça ne surprend plus, hein? Ça ne surprend plus, mais ça fait peur. Ça fait peur, on ne sait parce que l'eau minérale, on ne sait pas s'il y a du vaccin à l'intérieur ou pas. Le whisky aujourd'hui qui devient contrefait, la bière qui devient vraiment très hypothéquée quand on parle de ce sujet. Décidément, peut-être que c'est l'eau du forage ou alors je ne sais pas. Ou l'eau du puits alors. Qui a aménagé le forage? Bon, qu'est-ce qu'on se tourne vers quoi? Parce que même l'eau, on n'est pas rassuré. 1,5 million, chacun de Dominique Audrey, vous boirez du whisky comme ça? Vous en prenez de temps en temps quand même? Mais encore, c'est difficile. C'est difficile. Aujourd'hui, on a très peur de ce qu'on consomme. On a très peur, surtout que parfois, on va acheter dans de grandes enseignes et vous rentrez, après avoir consommé, vous avez des effets, vous avez tellement mal à la tête, vous vous demandez, mais attendez, qu'est-ce que j'ai mangé? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas dormi? Parfois, c'est dû à ces boissons
qu'on consomme, peut-être sans savoir d'où est-ce que ça provient. Malheureusement, les grandes enseignes, les grands magasins qui sont plutôt respectables sont parfois les lieux où on vend même ce genre de choses. Donc aujourd'hui, on n'est plus à l'abri de rien. Si vous avez un benguiste qui est en route, demandez-lui de vous mettre une bouteille de vin dans le sac, dans la valise. Je voudrais justement aller dans le même sens que vous, parce qu'en fait, j'aime peut-être le rappeler ici qu'au-delà de ce que nous faisons, j'organise les mariages aussi, j'ai pris la peine de dire désormais aux uns et aux autres, lorsque vous venez au Cameroun, organisez vos mariages, sinon n'ayez pas un souci. Au Cameroun, on ne fait pas tout. Hein? Il faut apprendre à être polyvalent. Alors, lorsque vous venez au Cameroun, vous qui venez vous marier au Cameroun, s'il vous plaît, faites tout pour acheter vos boissons de l'autre côté, parce que là, au Cameroun, on n'est plus sûr de ce qu'on consomme. Il faudra à un moment donné que l'on prenne la peine de dire aux Camerounais, faisons attention. Moi, j'ai encore eu la chance récemment avec quelqu'un qui m'a dit, Michel, j'ai suivi vos conseils, j'achète mes boissons en Europe, je les fais acheminer au Cameroun des mois à l'avance, et je sais au moins que lors de mon mariage, ceux qui seront là consommeront une boisson qui sera au moins contrôlée. Alors finalement, est-ce que c'est dire que l'État Mbombo Mbengue a laissé pourrir la situation au point aujourd'hui, nous sommes obligés de dire ce que nous disons pour amener les Camerounais à plutôt avoir peur de ce qu'on consommerait, qui vient du Cameroun aujourd'hui. Est-ce que c'est pas une volonté, on va dire, des gouvernants en place qui nous pousse justement à cette façon de réfléchir là? Mais justement, quand l'État vous demande de vous débrouiller, c'est débrouiller, ça veut dire quoi? Il avait dit, ce que je vois, je fais. Ce que je ne vois pas, je ne fais pas. Et c'est ça. Et lorsqu'on vous licencie, imaginez les licenciements qu'il y a dans des entreprises brassicoles. Un gars, il se tourne au quartier, il commence avec les quelques formules approximatives qu'il avait eues, commence à faire n'importe quoi. Les enfants qui sortent avec les licences en biochimie, master en biochimie et tout, quand ils rentrent, il sait que bon, nous on faisait l'école, il se met parce qu'il n'y a pas de travail. Il se met là et on vous demande débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Bon, vous voyez, lui n'a pas eu la possibilité d'acheter, la famille n'a pas pu réunir 250 000 pour acheter une moto. Alors, il a son master en biochimie, il va faire quelque chose. Ça marche. Voilà. Au point où on est même arrivé à mettre le ha dans le matango. Donc, pardon, notre matango, on commence à mettre des choses compliquées dedans. Donc, le Cameroun est un pays dur. Le Cameroun est dur, mais on se bat. Chacun se bat pour manger. Chacun se bat pour vivre. Et la contrebande est devenue la chose normale. On a vu les gens même quitter Douala ici, je parle encore pour ceux qui ont des mariages, et même à Yaoundé, aller acheter des boissons à la frontière du Cameroun, Gabon, parfois même Guinée également, Guinée équatoriale. Et les voilà, vous me rappelez quelque chose, justement, quand vous parlez de mariage, j'étais dans le taxi, justement, un policier a dit à quelqu'un de préparer le mariage de son fils, que non, allons, il y a les boutiques en Mbopou, on vend le faux, il ne faut pas y aller, si je te laisse aller seul. Donc, eux-mêmes, les forces maintien de l'ordre savent où il y a le faux. Oui, ils savent. Il dit que non. Même si vous, quand vous voulez acheter du champagne, si vous voulez acheter du champagne, on va vous dire, bon voilà, ça c'est la même marque. Hein. Bon maintenant, et ça a deux prix différents. Si tu sens que tu peux acheter ça, tel champagne, à tel prix je te donne, mais ça aussi c'est la même chose, non? Mais c'est juste que le goût n'est pas pareil. Donc vous allez avoir vos invités, vous allez prendre le champagne à 15 000, vous allez poser sur la table. Eux dans leur tête ils savent que c'est un champagne, ça coûte cher, mais alors que en Boki, ça coûte vous servez du mauvais vin aux gens. Charlamel, on a très peur finalement. Je suis allé dans une cérémonie un jour où j'ai goûté une boisson, une liqueur au café au lait que les femmes aiment bien. Après j'ai posé la question, on m'a dit non, c'est fabriqué maison par les filles, les femmes du traiteur. Oui. On a servi ça à tout le monde et j'ai dit mais est-ce que ça c'est pas du frélaté? C'est du frélaté. Mais c'est boisson d'origine maison. Non, mais même le frélaté est d'origine maison. C'est fait quelque part. C'est comment c'est fait comment? Maison. C'est fait maison. On n'en boit pas. J'ai posé donc la question en le savant, mais je ne comprends pas. On m'a dit non, c'est fait. Si vous voulez, on vous donne, vous prenez le café, vous prenez le lait, vous organisez. On m'a expliqué très rapidement comment je pourrais m'offrir cela. Et transhumance, le prix qu'on donnait pour la fabrication de ça était un peu plus cher que les différentes bouteilles qu'on devait mettre sur la table. Ça m'a fait réfléchir. Autre chose, les Camerounais ont dans leur tête des noms de whisky standards. Ils savent que quand je vais en boîte, j'ai ça que je prends. C'est tout. Ils s'arrêtent là. Tout ce qui vient après est faux. Aussi. Mais attendez, lorsque vous prenez des choses qui viennent de l'Écosse, lorsque vous prenez des choses qui viennent de Birmingham, des vins de bons, de merveilleux vins,
liqueurs qui arrivent là-bas, vous allez estimer que c'est faux, monsieur Michel Gatchou, parce que vous ne connaissez pas. Non. Je crois que derrière tout cela, il y a un peu de naïveté. Il y a un peu de naïveté parce que lorsque vous allez, même dans cette zone que vous êtes embobé à acheter, il y a ce qu'on achète, monsieur Michel Gatchou, que ce que vous traitez ici de frélaté, c'est fabriqué en Guinée équatoriale. Que vous achetez, on va à 1500, 1000 francs ou 3000, c'est fait de ce côté. Pourquoi ne pas interdire la rentrée, entre guillemets, au Cameroun? Pourquoi ne pas, permettez-moi, rationaliser le fait pour cela de préparer des whisky maison ou des liqueurs maison et des services dans les services traiteurs? Donc vous voyez qu'à ce niveau, il y a un peu de levier. Il faudrait, monsieur Michel Gatchou, essayer d'analyser. Est-ce que ce n'est pas une promotion de la douane qu'on est en train de faire aujourd'hui? Et pourtant la douane laisse justement passer des produits. Parce que pour arriver en Kouaba, ça a traversé plusieurs checkpoints, plusieurs barrières pour arriver à ce niveau en Kouaba. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se retrouve là? Donc j'estime donc, monsieur Michel Gatchou, qu'on devrait davantage former nos douaniers, nos différents responsables. Que lorsqu'on arrive chez vous, on fait comme en Europe, monsieur Michel Gatchou, ou dans le pays. Arrêtons de vivre comme des villageois au Cameroun. Lorsqu'on arrive, on récupère vos vins, on procède au prélèvement, on envoie dans un laboratoire. Si ça respecte les normes, on vous remet votre chose, vous partez vous débrouiller. Parce que ça là, ça va finir dans la bouche de certaines personnes, monsieur Michel Gatchou. C'est frélaté dehors, mais c'est en service ici. Sauf que la question que je vous pose, on va vite, vous en prie. C'est de savoir ce qu'on fait de ces bouteilles. Une fois après, ça bouche de certains, je vous le dis. Ah bon? Ça va finir à la bouche de certains. On va. Merci. Autre sujet, Isabelle Carole, nous poursuivons. Non, mais ça... On peut dire que ça va finir. Il faut qu'on ait des laboratoires. Lorsqu'on prend, on fait des prélèvements. Comme en Europe. Mais quel laboratoire? On parle de Monsieur Michel Gatchou, je suis capable. Je vous ai dit qu'il y a de nombreux vins qui viennent de tous les pays d'Angola, qui viennent partout, qui ne sont pas faux. Il y a des vins qui viennent de partout qui ne sont pas faux. On a interpellé un monsieur qui sortait d'Australie, monsieur Michel Gatchou. Il avait des bouteilles dans son truc. On lui a dit, monsieur, c'est comme ça que vous entrez ici là pour faire la contrefaçon. On a saisi. Il a été surpris de retrouver ça un jour au palais d'Ika, dans la zone du palais d'Ika, où un des responsables était en train de déguster en disant, mais bravo, ce vin c'est merveilleux. Alors que les personnes qui venaient, non, c'est pour vous dire que faites très attention. Ce que vous crachez là-dedans, on va cracher, mais les gens consomment. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont focus sur le nom. Oui. C'est-à-dire que quand on veut boire un whisky, on veut que ce soit telle marque de whisky. On connaît 3 noms. Voilà, et quand c'est pas ce whisky-là, ce qui arrive forcément, c'est qu'il faut. Pourtant, aujourd'hui, les gens ont mis sur ces noms pour faire justement la contrefaçon ou alors pour produire des choses qui ne tiennent pas. On sait que tel produit sort beaucoup en boîte de nuit. On maximise la fraude sur les produits les plus prisés. Ceux qui sont moins prisés ne peuvent pas s'attarder de la fraude parce qu'on ne pourra pas justement permettre qu'ils consomment cela. Je crois qu'on doit tous faire attention. Ces brigades font le tour des boîtes de nuit, des snack bars, monsieur Michel Gatchou, à 5h36. Les gars qui font la contrefaçon viennent acheter les bouteilles usées, les bouteilles utilisées vides, utilisées la veille. Oui, ils viennent. Vous placez devant les boîtes de nuit, vous attendez, vous allez voir ces fabricants, ils arrivent, ils viennent s'asseoir. Bon, tu as sorti combien de bouteilles? Vous voyez, on sort le filet. Si c'est 20, 30, ils payent les 30. La bouteille à 2500, 3000. Ils payent la bouteille à 2500, 3000. Ils récupèrent. Oui, s'il a 10 bouteilles, ça coûte cher la bouteille. Il récupère. S'il a 5 ou 6 là, il gère ça. Et il est parti, il va essayer son chargement. Autre sujet, Isabelle Carole. C'est grave, ça je ne savais pas. Je tombe des nuits là. Alors parlons de cette demande d'explication qui défraie la chronique sur la toile. Peut-être que c'est la réponse à la demande apportée justement à cette demande d'explication qui fait jaser. Dans tous les cas, elle était adressée au conseiller municipal à la commune d'arrondissement de Konsamba 3e, qui est donc justement acculé d'avoir apporté son soutien à des personnes qu'elle ne devrait pas et qui, on a estimé que c'est comme une sorte de trahison envers le parti qu'elle est censée servir, et à elle de répondre, à lire Psaume 52, Dieu détruira celui qui se vante de faire le mal. Merveilleux psaume. Est-ce que c'est de cette façon qu'il faut répondre à... Merveilleux psaume. Vous avez lu ce psaume là? Merveilleux psaume. Il faudrait le lire pour comprendre. Qu'est-ce que ça dit, Dominique Audrey? Le psaume 52. C'est un cantique de David qui présente une situation de Saul, parce que Saul s'était rendu chez Bartholomé, je crois que c'est ça le nom. Et en fait, c'est une façon de demander à Dieu de faire justice. Et dans ce psaume, au niveau du verset 7, on dit par exemple que le Seigneur t'abattra, il te saisira, t'enlèvera, te déracinera
du milieu des hommes. Je suis comme un olivier verdoyant dans la maison du Seigneur. Donc en fait, le Seigneur va me faire justice parce que je suis... Oui, il faut lire pour comprendre. C'est pour dire que peu importe les persécutions que je subis, peu importe, le Seigneur voit et il va agir. Donc lorsqu'on lit la note, la demande d'explication sur quoi c'est fondé, la femme répond simplement que comme tu te réjouis de faire le mal, le Seigneur te le rendra pour le mal. C'est tout. En même temps, si on décide de servir un parti, il faut être fidèle à ce parti aussi. Ça dépend de ce que vous appelez fidélité. Est-ce que être en contact avec quelqu'un fait de vous un infidèle? Bon, c'est traiter cette personne de traître. Cette demande d'explication, vous connaissez au moins la Bible, vous avez au moins lu, vous n'avez pas touché. J'ai lu la Bible de la Vous croyez au Somme 52, ça peut agir sur RDPC là? En français, en anglais et en bassa. Donc, le Somme 52 peut agir sur RDPC aujourd'hui? Si celui qui l'a puni. Non. C'est quoi le Somme 52 est en dessous de RDPC? Dieu nous a tourné le dos, donc en réalité, il n'est pas là. La Bible dit qu'apparemment, Dieu a jeté Satan au sol. Audrey nous dira. Lucifer était l'ange de Dieu, qu'il aimait beaucoup, l'ange de lumière. Et il a donc jeté, apparemment, ils ont eu des problèmes, il a lancé Lucifer au sol. Donc Dieu lui-même est dans l'obscurité. Donc lui-même, puisque l'ange qui lui donnait la lumière l'a jeté. Donc quand si c'est Lucifer est venu éclairer la terre, donc, ça veut donc dire que la lumière de Lucifer que nous avons ici, c'est ça qui nous gère. Ouais. Voilà, donc moi c'est comme ça que je prends le sujet. Dieu nous a tourné le dos, lui-même est dans l'obscurité. Donc prions pour que Dieu ait la vue. C'est un somme qui passe avec, c'est une belle réponse, une belle réplique. Qu'est-ce que c'est que le risque? Vous vous rappelez de ce sujet de philosophie? Qu'est-ce que c'est que le risque? Il est allé à la dernière page, il a écrit voici ce que c'est que le risque. Et il a eu cette fois. Est-ce qu'il a risqué? Elle a répondu. Voilà. Elle a répondu. Je pense que M. Michel Ngachou, lorsque vous vous sentez acculé et que vous êtes au bout du désespoir, en une expression triviale, ça sort comme ça sort. Voilà, c'est sorti comme c'est sorti là. C'est sorti comme c'est sorti. S'il peut aller lire pour comprendre, il ira pour comprendre. À défaut de ça, vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils ont un petit pouvoir, ils ont l'impression qu'ils sont Dieu sur terre, ils veulent marcher sur les autres. C'est-à-dire, on lui donne un petit pouvoir comme ça, mais il prend ce pouvoir comme étant Dieu, il devient Dieu, et il veut écraser tout le monde. Et vous voyez, et c'est ce type de réponse qui convient à ce Est-ce que vous connaissez la fameuse phrase? Est-ce que vous connaissez la fameuse phrase? Ça ne me fait ni chaud ni froid. Oui. Justement, parce que vous connaissez quand même réalité de cette expression. Lorsque vous avez perdu les élections, laissez les opposants qui ont le mérite mettre en pratique leur politique. C'est tout. Mais ne faites rien pour les empêcher d'amener la population à l'épanouissement. Donc en fait, c'est ce que le RDPC veut dire là. Que nous allons tout faire. D'abord, Père son âme, Congo Edima l'avait dit ici. Lorsque le sous-préfet lui avait dit, mais le SDF a tout pris. Laissez-les, nous saurons comment nous allons verrouiller pour qu'ils ne puissent pas gérer les mairies. Donc c'est ça qui continue. Et lorsqu'on s'insurge contre l'orientation politique des RDPC, donne l'impression qu'on s'abat sur quelqu'un, on s'attaque sur quelqu'un. Donc en fait, il y a des gens, des cabinets noirs qui empêchent aux autres d'amener la population vers l'épanouissement. On réfléchit tous ensemble. À un moment donné, en tant que Camerounais, vous asseyez, vous demandez qu'est-ce que le Camerounais a fait pour mériter ce qu'il vit aujourd'hui, Isabelle Caron. Je m'explique. Vous imaginez qu'on a été sous le joug de la colonisation, je veux dire de l'esclavage. On passe à la colonisation. On parle justement des pays indépendants. C'est-à-dire la France est arrivée, pour le cas du Cameroun simplement, à imposer sa politique, à former des cadres qui devaient répondre aux aspirations de Paris, notamment. Alors on a formé des gars comme Naïd qui n'était pas forcément le choix du peuple camerounais, en tuant les Oumiobe, etc. On a formé les Paul Biya qui sont justement aux affaires judiciaires, qui font la fierté du peuple de Paris. Alors le sentiment qui peut se dégager, c'est quoi? C'est que vous vous rendez compte que Paul Biya n'a fait que pérenniser la volonté de Paris, à former d'autres personnes qui seront là pour ne faire que ce que Paris demande, sans pour autant se demander que veut le peuple camerounais lui-même. Explication. Comment des gens peuvent s'asseoir, dire, laissez-les, on saura comment les bâillonner par la suite. On empêche bien sûr au peuple camerounais de pouvoir s'exprimer.
Mais c'est incroyable quand même. Non, pas seulement de s'exprimer, mais de parvenir au bonheur. Comme on dit, Et c'est un Camerounais de sucer les droits de la croissance. Quand Congo Dima justement le disait, que laissez-les, on saura comment les baïonner. Tout à fait. Il est où ce Congo Dima aujourd'hui? Quel est son héritage? Qu'est-ce qu'il a laissé bien sûr aux Camerounais aujourd'hui? Mais c'est incroyable, hein, franchement. Allez, on va prendre une petite pause, madame, messieurs, et on va saluer nos partenaires ce matin. Comme l'accoutumée, ce sera avec le correcteur de posture et les languettes. Correcteur de posture, languette d'abord. Bonjour, Consilami. Alors bonjour Michel Gatou, bonjour à tous nos téléspectateurs et bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. Ces clients, je ne cesserai de leur dire que le magasin 1001 Tapis, qui est situé en plein cœur de Douala, au quartier Aqua, en face le Palais d'Ika, reste toujours en pleine promotion, en permettant à sa clientèle d'avoir des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires. Retenez également que c'est le seul magasin qui vous permet d'avoir des avantages exceptionnels. Parmi ces avantages, il y a cette garantie que nous accordons à tous nos clients. Et parlant bien sûr de garantie, retenez que le magasin 1001 Tapis, à travers le concept Salaka, ne dépendent pas les articles, nous les remplaçons. Vous achetez un article au magasin 1001 Tapis, nous le remplaçons parce que c'est ça le concept Salaka et c'est ça le partenariat entre les clients et le concept Salaka. Alors ce matin, nous commençons bien entendu par cet accessoire qui nous permet d'éliminer les douleurs au niveau du dos, cet accessoire qui nous permet d'éliminer les douleurs au niveau bien sûr du cou, au niveau des épaules, c'est bien entendu le correcteur de posture. Vous le connaissez déjà, vous êtes nombreux aujourd'hui à avoir le correcteur de posture et tous ceux qui l'ont acheté ont trouvé satisfaction, raison pour laquelle je recommande encore ce matin à ceux qui n'ont pas encore leur correcteur de posture de venir au magasin 1001 Tapis. Le correcteur de posture, il est important de l'avoir. Vous avez des douleurs au niveau du dos, des douleurs au niveau des épaules, des douleurs au niveau du cou, plus besoin de chercher de midi à 14h. La solution est de venir au magasin 1001 Tapis et d'acheter votre correcteur de posture. Le correcteur de posture permet également de redresser le dos. Il est important de le rappeler à tous nos téléspectateurs. Le correcteur de posture permet également de nous prévenir contre les douleurs du dos parce que c'est une jaquette médicale qui joue également un rôle de prévention. Il est important d'avoir votre correcteur de posture pour dire tout simplement, il y a bat for your dos, il y a bat for your neck, il y a bat for your épaule. Just come for magasin 1001 Tapis and take your corrector de posta because any man must get a corrector de posta. You dey small pikin o, you dey big mami o, you dey young boy o, you dey sportif o, you dey planteur o, you dey couturier o, you dey taximen o. Et parlant des taximen, il est important de conduire avec le correcteur de posture parce que ça vous permet de ne plus avoir des douleurs au niveau du dos. Le prix est de 10 000 francs, votre correcteur de posture, quelle que soit la taille, quelle que soit la couleur. Et parlant bien sûr des couleurs, le correcteur de posture, c'est deux couleurs, la couleur blanche et la couleur noire. Parlant bien sûr des tailles, vous avez la taille L, la taille S, la taille XL, la taille XXL et la taille standard pour un prix de 10 000 francs, votre correcteur de posture qui se lave facilement, qui se range facilement, mais ne pas dormir avec le correcteur de posture. Alors je vous le recommande. À côté bien sûr du correcteur de posture, nous restons toujours dans des accessoires de santé, dans des accessoires qui permettent d'éliminer les douleurs au niveau de la plante du pied. Cette fois-ci, nous parlons de la languette médicale. Comment l'utilise-t-on? Vous la mettez à l'intérieur de votre chaussure, que ce soit la tennis, une paire de talons, une chaussure en cuir. Cette languette médicale permet d'éliminer les douleurs au niveau de la plante du pied. Donc, il est important d'avoir ces deux éléments de santé, notamment le correcteur de posture et la languette médicale en vente au magasin 1001 Tapis. C'est à Douala, au Cameroun.
Messieurs, merci également pour ce moment de communication. On va certainement sortir tout en regardant simplement en 1 minute chacun sur le plateau vos appréciations de la marche qui a été initiée hier à Paris. Vous avez regardé, les réseaux sociaux étaient bandés d'images. On reviendra certainement demain là-dessus. Mais simplement dire, avez-vous entendu parler Chalamel, le regard que vous avez porté sur cette marche-là? Plein de Camerounais étaient dans la rue quand même hier. Hein? Monsieur Michel Ngacho, j'étais dans les lieux sacrés, je n'ai pas eu le temps de voir cela. Du tout. Oui. Voilà, Isabelle Carole. Je crois qu'aujourd'hui je verrai. Voilà, vous avez regardé ces Camerounais qui ont fait entendre leur voix hier dans les rues de Paris? Faire entendre leur voix, mais est-ce que maintenant, dire que cette voix, est-ce qu'elle va permettre, est-ce qu'elle va tomber dans les oreilles des destinataires, effectivement, comme on le souhaite? Là, on n'est pas très sûr. Dans tous les cas, vivement qu'ils soient entendus. Vous avez, vous aussi, Dominique Audrey, entendu les Camerounais? Vous les avez vus au moins? Oui. Ouais. Avec beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. C'était jouissif. Qu'est-ce qui peut vous être justifié? Hein? De voir ça, de voir cette émulation, de voir que même loin du Cameroun, il y a des Camerounais, on pourra les taxer de ce qu'on veut, qu'ils soient Camerounais, qu'ils soient Sénégalais, qu'ils aient une autre nationalité, mais eux, ils se sentent Camerounais. Ils ont l'essence du Cameroun en eux, et de savoir qu'ils sont là où ils sont, aussi éparpillés qu'ils soient, ils continuent d'avoir à cœur les problèmes qu'on a ici. De voir qu'il y a des Camerounais, peut-être qui ne sont pas forcément anglophones, qui ne sont peut-être pas concernés par les inondations que nos frères subissent parfois au nord, ou bien le manque d'eau, d'éducation qu'on a à l'est, ou bien au sud là-bas, où les gens souffrent également, donner de leur voix pour que les Camerounais aient une vie décente. Et je crois que l'histoire retiendra que M. Kamto a fait énormément de choses, dont cette marche a été simplement à la hauteur de l'homme qu'il représente, du moins à mes yeux. Est-ce qu'en allant le faire à Paris, Bengan Kandji, c'est un message que les Africains, les Camerounais, renvoient à Paris, justement sur la question du gré à gré qui serait en pleine négociation aujourd'hui, et concernant la CAN, concernant le Covid-Gate, Paris est le problème, peut-on dire ainsi? Oui, Paris a le problème. Moi, bon, je n'ai pas vu, je suis dans mes listes, mais j'apprécie, je suis à 1000% d'accord avec ce qui s'est passé. Il faut savoir que le verrou de notre épanouissement, c'est à l'Élysée. Mais ça n'empêche, il faut que le sous-préfet local, qu'il ait des problèmes, que nous engageons à faire le problème. Mais comme il ne veut pas, ou alors il n'y a pas la possibilité d'amener l'action politique sur le terrain, on peut commencer par mener là où se trouve le verrou. Il faudrait multiplier ce genre de sorties. Oui, absolument. Parce qu'en réalité, au Cameroun, vous ne manifesterez pas. Parce qu'en fait, ce que les gens parlaient de Oumniobé, si les Jean-Paul Sartre n'avaient pas mené ces choses avec Joseph Sark et tout, Pierre Tchanke à Paris à l'époque, Oumniobé n'aurait jamais eu de visa pour aller aux Nations Unies en décembre 1952. Ouais. Donc c'est à Paris que la mobilisation a été. Et la même chose également, lorsque Mongo Betty sort son livre, même pas sur le Cameroun, c'est cette mobilisation qui avait fait en sorte que Pompidou a reculé et n'a pas rapatrié au Cameroun pour être dans les géoles des idiots. Donc, là-bas où se trouve le verrou, il faut aller plus loin. Maintenant, est-ce à dire aux Africains qui nous regardent ce matin que les problèmes de l'Afrique, connaissant d'ailleurs que c'est Paris, c'est à Paris maintenant qu'il faudrait se mobiliser, manifester à l'Élysée? Tout à fait. C'est là-dessus le plan diplomatique qu'il faut gagner la bataille parce qu'on est verrouillé ici. Parce que j'entends tous les gars dire « Ah oui, mais battez-vous là-bas, laissez la France tranquille. » Et justement, je veux toujours vous prendre cette phrase de Bouteflika quand il était ministre des Affaires étrangères sous Ouari Boumedienne. Il y a eu une crise entre la France et l'Algérie. Et quand il rentre, il sort de l'Élysée, on lui tend le micro, il leur dit, mais la France ne peut pas expulser les Algériens de France parce que la France sait que l'Algérie sait faire la guerre. Voilà. Donc, un très bon message en même temps. Et on termine avec l'extrait de cette sortie du professeur Maurice Kamto qui le dit d'ailleurs à ses Camerounais. Je vous en félicite chaleureusement. Vous avez montré à ceux qui avaient annoncé votre dispersion et votre découragement que vous êtes plus mobilisés, plus rassemblés et déterminés plus que jamais. À demain, 10h.